Donc, je passe la parole à Nicolas Frenchal. Merci. Merci beaucoup de l'invitation aux travailleurs catalans que j'incarne un peu. Je connais surtout le stand de la fête de l'humain, à vrai dire. Donc je suis content d'être sur place et de pouvoir discuter avec vous. Là, il n'y avait pas l'idée d'une civilisation adverse. Hein. Il y avait des dominés qui se révoltaient, il y avait des tas de choses. Hein, je les ai décrits rapidement. Mais aujourd'hui, l'enjeu, hein, ce que va construire cette extrême droite, c'est l'idée qu'il y a deux civilisations qui s'affrontent. Et le mot civilisation est intéressant parce que c'est pas celui de race. Et donc, d'une certaine manière, ce qui a changé, donc, c'est cette perspective, et c'est aussi l'idée qui est très fondamentale, hein, qu'il y a aussi une guerre des identités. Une guerre des identités, c'est-à-dire que le terme d'identité est fondamental aujourd'hui, plus encore qu'il était sans doute autrefois. Et donc, du coup, on a là hein, une construction hein, d'une guerre de civilisation fondée sur des identités très bien définies. Alors, ces identités, évidemment, et c'est ça qui est très important aujourd'hui, elles ont aussi basculé depuis 40 ans, ce ne sont pas les identités de race. Hein, c'est-à-dire que l'extrême droite n'est plus raciste de la même manière qu'elle l'était au XIXe siècle, et c'est pour ça qu'il faut bien la décoder. En fait, c'est l'idée de culture qui s'oppose. Hein, c'est plus des races comme au XIXe siècle, c'est plus la race juive qui est la menace, même si bien sûr il y a toujours du racisme dans l'extrême droite, mais la grande mutation qui a eu lieu dans les années 1970 et qui s'est accrue aujourd'hui, c'est l'idée qu'il y a une guerre des civilisations, une guerre des cultures. Et ces cultures, en fait, elles sont d'une certaine manière égales. Il n'y a pas de racisme forcément, de dire ben voilà, il y a la civilisation musulmane, mais ce n'est pas nous. Vous voyez la subtilité, c'est de dire on a des ennemis, ces ennemis ne sont pas inférieurs, hein, ce n'est pas une race qu'on doit combattre, c'est une autre culture. C'est ce qu'on appelle le différentialisme. Hein, c'est-à-dire ils sont différents, donc ça c'est une mutation très importante. Hein, on n'est plus dans le contexte raciste du 19e siècle, on n'est plus non plus dans le contexte de domination coloniale de l'OAS post-OAS, on est dans un moment où on accepte dans les mots que l'autre soit là, mais on veut qu'il soit ailleurs, parce qu'il n'est pas nous. Hein, donc on ne peut pas le prendre chez nous. Et donc vous voyez, c'est assez subtil parce qu'évidemment c'est moins attaquable directement, l'idée de dire, ben voilà, après tout, je suis ce que je suis, les autres sont ceux qui sont, il n'y a pas de raison qu'on se confronte, qu'ils restent chez eux et nous chez nous. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins violent en apparence cette idée du différentialisme par rapport au racisme ou à la domination coloniale. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Donc c'est une guerre des cultures, une guerre des civilisations. Et la dernière mutation, mais je vais revenir sur tout ça, hein, je vous donne le schéma introductif pour qu'on comprenne ensuite la position de Zemmour et ce qui se joue. Et donc du coup, la dernière inflexion, donc la première inflexion c'est plus la race, mais c'est la culture et la civilisation. Hein, c'est plus l'ennemi intérieur, mais c'est les civilisations qui s'affrontent. Et la dernière mutation, qui est la plus dangereuse, c'est de dire maintenant c'est même plus seulement une guerre des civilisations, c'est que la civilisation adverse nous a envahis, donc on doit se défendre. On doit se défendre parce qu'on est chez nous. Hein, donc vous voyez, c'est plus du tout l'opposition des races, c'est des civilisations dont l'une nous menace directement parce qu'elle prend pied chez nous. Vous voyez, il y a tout un basculement qui s'est fait en 50 ans pour créer un discours qui est beaucoup plus acceptable que le franc racisme ou le franc domination coloniale. Et c'est cette mutation-là que je résume à grands traits, que je vais essayer de comprendre à travers Zemmour, quels sont ces dangers et comment on peut l'apercevoir comme historien. Et vous comprenez bien pourquoi je vais vous parler comme historien, parce qu'évidemment, s'il y a une guerre des cultures, une guerre des civilisations, si on est chacun comme on est, ça s'ancre dans le temps long. Donc il n'y a pas grand-chose à faire si on est ancré dans des civilisations qui finalement sont tellement historiques qu'elles ne pourront jamais fonctionner ensemble. Parce que leur histoire est évidemment trop différente. Et donc du coup, ces théoriciens et ces militants d'extrême droite ne cessent de faire appel à l'histoire pour justifier ce que je vous dis. Il y a des cultures, ces cultures sont différentes. Ces cultures ne peuvent que s'affronter. Et quand en plus l'une d'entre elles a envahi, comme ce serait le cas des arabo-musulmans ici, dans ce cas-là, il n'y a encore qu'une seule manière, c'est de se défendre contre l'invasion. Donc vous voyez l'inflexion progressive par rapport au racisme et à l'antisémitisme du 19e siècle, c'est beaucoup plus subtil, ça paraît beaucoup plus acceptable, mais c'est évidemment beaucoup plus dangereux, parce qu'évidemment ça prend les oripeaux d'une forme de simplement d'accepter l'autre. Vous êtes blond, je suis brun, écoutez, on ne va pas changer de coiffure, mais on n'a pas envie forcément d'avoir que l'un chez l'autre. Et alors la dernière inflexion qui est très intéressante, c'est l'idée, qu'a récupéré pour défendre ça, c'est l'idée de l'autochtonie. De dire finalement, chaque population est autochtone, elle est bien chez elle, elle est définie par son territoire. Et du coup, ils vont retourner une idée qui était plutôt noble, qui était de reconnaître aux peuples, notamment les peuples qui ont été colonisés, une autochtonie, l'idée que les Indiens existaient avant les Américains, etc. Donc l'autochtonie, qui était une notion positive, vous êtes autochtone, vous appartenez à un lieu, vous avez une culture, va être retournée en disant, mais nous aussi on est des peuples autochtones, et on est menacés. Comme les Indiens étaient menacés par les Américains, notre autochtonie est menacée.
Et vous voyez évidemment l'efficacité, parce que peuple autochtone, c'était plutôt sympathique, hein, c'était de défendre les Esquimaux, les Apaches, en disant ces gens-là ont une histoire, ils ont un territoire, et elle a été... Et donc du coup, l'extrême droite rapatrie cette idée en disant nous avons une autochtonie, nous sommes comme les peuples autochtones, nous avons des mêmes menaces, il faut nous défendre. Et donc vous voyez, ce parcours de 150 ans, évidemment, est évidemment très différent de ce qu'il était hein, à son point de départ. Hein, c'est-à-dire qu'entre l'antisémitisme violent, de la domination, de la soumission des races, de l'infériorité, tout ça est secondaire, balayé, souvent masqué, au profit de la défense d'une identité qui n'est pas considérée comme supérieure. Elle est juste une autre. Mais si elle est une autre, évidemment, il faut qu'elle se protège, puisqu'elle est autochtone et qu'elle est envahie hein, par une civilisation interne. Donc vous voyez, il y a tout un basculement de ce discours historique de l'extrême droite qui, du coup, explique les choses. Évidemment, on a besoin de l'histoire, parce que si vous voulez montrer que votre peuple est autochtone, et qu'il ne peut pas se mélanger, qu'il ne peut pas accepter les autres, il faut l'ancrer. Il faut l'ancrer dans le temps, dans la verticalité. D'où le fait du recours permanent à l'histoire. Hein, puisque vous justifiez, du coup, tous les termes que je viens de vous dire, guerre des civilisations, hein, opposition des cultures, différences des cultures qui ne peuvent pas s'assimiler, défense de l'autochtonie contre l'invasion. Et bien tout ça, évidemment, s'incarne dans l'histoire. Et vous voyez aussi comment c'est beaucoup plus subtil, parce que les arguments, évidemment, ne peuvent plus, on est quand même après 45, il y a eu la Shoah, donc le racisme en tant qu'il est explicite pose des questions évidentes. Hein, on ne peut plus être raciste, on ne peut plus être nazi publiquement, facilement. Donc du coup, évidemment, hein, cette défense de l'identité, elle passe par des chemins beaucoup plus tortueux, beaucoup plus compliqués, parce qu'on ne peut plus hein, dire qu'on va éliminer l'adversaire, hein, qu'on va emmener les gens dans des camps, évidemment. Et donc du coup, évidemment, tout ce discours s'est bâti hein, depuis. On voit bien le basculement, ça commence à la fin des années 60 avec le GRES, hein, qui est un mouvement d'intellectuels d'extrême droite, hein, dont les textes commencent à se diffuser dans les années 70, et je vous dirai à un moment, dans la troisième partie de la perspective, comment ça s'est diffusé progressivement dans toute une partie de la droite conservatrice. Donc vous voyez, on est dans un schéma subtil où l'histoire est centrale. L'histoire est centrale parce qu'ils le manipulent très bien, ils expliquent, ben oui, c'est normal, hein, on a une histoire. Comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas dans le sang l'histoire de la France rurale du Moyen-Âge, l'histoire de la France des Lumières hein. Et alors c'est assez subtil aussi parce que du coup, la France devient en soi un argument qui parfois même a intégré des éléments qui pourraient être hostiles à l'idéologie d'extrême droite, mais qui du coup font partie de l'autochtonie. Hein, c'est ça la perversion. Hein, si vous êtes autochtone, après tout, vous pouvez intégrer Jaurès. Hein, puisque Jaurès, c'était la bonne France d'autrefois. Hein, donc du coup, vous voyez, il y a tout un ensemble d'arguments qu'il faut décoder. Alors pour cesser ces généralités, je voudrais montrer comment finalement Zemmour est celui qui a poussé le plus loin hein, ce basculement de l'extrême droite hein, dans des usages excessivement idéologiques et politiques de l'histoire. Alors vous allez me dire pourquoi vous allez passer du temps sur Zemmour, c'est fini Zemmour. Zemmour c'est 7% à l'élection présidentielle, c'est 4,24, j'ai vérifié avant la conférence aux élections législatives et pas un député, donc pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? Pour deux choses, parce que d'abord, comme l'a remarqué un journaliste du Monde, Franck Johannes, qui faisait un bilan de la candidature Zemmour, il dit finalement c'est lui qui a dominé la présidentielle. Je pense qu'il a raison dans le fond. Hein, en termes d'arguments idéologiques, même si évidemment il n'est pas le candidat du second tour, c'est lui qui a dominé. Et surtout ce que je pense fondamentalement, et c'est pour ça que voilà, je pense nécessaire de faire ce genre de rencontre, c'est qu'en réalité je pense que ces arguments, même s'ils n'ont pas emporté la conviction électorale, en réalité se diffusent par de nombreuses voies, par de nombreux canaux, qui ne sont pas tous radicaux comme lui, mais qui, à mon avis, ont beaucoup de succès parce que, et j'essaierai de vous le montrer, il est très efficace, et qu'en réalité, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un vote pour avoir diffusé des idées. Hein, et qu'en ce sens, il me semble que le poison est là, et qu'il se diffuse doucement, et on le voit déjà sur un certain nombre de points. Alors donc, si vous voulez, un point sur Zemmour et l'histoire, en essayant de vous convaincre que ce n'est pas secondaire, et que ce n'est pas passé, surtout, malheureusement. Hein, on pourrait se dire, ben voilà, c'était bien d'être intervenu avant, et il faut donc passer à autre chose. Hein, c'est d'ailleurs une accusation. Moi, j'ai fait avec une dizaine de collègues historiens, on a fait un petit livre qui s'appelait Zemmour contre l'histoire, hein, où on décomposait l'ensemble de ces mensonges. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, des gens pas mal intentionnés, qui nous ont dit, mais pourquoi vous en prenez à Zemmour, puisque dans le fond, vous allez cautionner le RN. Hein, puisqu'en démontant Zemmour, vous faites monter son vrai concurrent, qui est le RN. Alors sur le plan, moi je suis pas un homme politique, hein, je travaille sur les choses intellectuelles, donc j'attaque là où ça me paraît dans mon domaine d'attaquer quand il y a des enjeux.
Et je pense que c'est une attaque que je peux entendre, je comprends cette remarque, elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas forcément malveillante, mais à mon avis, elle est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'en réalité, le problème n'est pas, de toute façon, c'est pas nous qui allons faire monter ou baisser le FN, hein, mais en réalité, le problème, c'est qu'il n'y a pas séparation des arguments. C'est-à-dire que, donc, en attaquant les arguments de Zemmour, on attaque des arguments qui circulent bien au-delà de lui. Alors, d'abord, l'ampleur. Zemmour, c'est le candidat qui a fait de l'histoire un argument politique et un argument électoral de première importance. Donc ça, c'est déjà quand même très frappant. Il le dit d'ailleurs lui-même hein, dans une émission sur CNews, il dit « je veux faire référence ». Donc ça, c'est quand même nouveau. Hein, c'est-à-dire que l'extrême droite ne se contente plus de sortir des arguments contemporains, mais veut imposer un récit historique nouveau, sur lequel j'y revenir. Il veut faire référence. Et si vous regardez ses publications avant qu'il devienne l'homme politique qu'il est devenu, c'est quasiment que des livres d'histoire. Aucun de ses livres hein, n'est une théorie du présent, une théorie sur l'immigration. C'est toujours pensé dans le temps long. Hein, c'est toujours pensé par rapport à un récit historique. Et donc l'histoire est absolument centrale, et c'est comme ça qu'elle est d'ailleurs conçue. Il le dit lui-même, hein, il a le projet d'être un historien. Et donc en réalité, cet usage de l'histoire, il est important, il est constant et il est central. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant la campagne présidentielle et encore aujourd'hui, il a instillé des arguments politiques qui sont fondés sur une analyse de l'histoire. Et c'est ça que je vais progressivement démonter avec vous, parce que c'est un projet qui est cohérent, qui est idéologique et politique, et il le dit très clairement. Son projet, c'est de rétablir un roman national, il le dit, un roman national, c'est-à-dire en fait un récit de l'histoire de France, qui soit tout à fait à son œuvre. Et surtout, c'est ça qui est très intéressant par rapport à ce que je vous disais sur l'autochtonie, c'est pas un historien Zemmour, non. Il fait tout le temps de l'histoire, mais c'est pas du tout de l'histoire comme on l'entend, c'est-à-dire comme une discipline critique, où on essaye d'établir des faits plus ou moins bien. Il dit aussi dans une autre émission, et c'est central comme phrase, je veux écrire l'histoire en fonction de la France. Je veux écrire l'histoire en fonction de la France. Alors cette phrase, elle est très intéressante. D'abord, il veut écrire l'histoire, ça on l'avait compris, je vous l'ai dit. Hein, ses livres le montrent, il veut rétablir le roman national. Mais écrire l'histoire en fonction de la France, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est l'autochtonie même. Hein, c'est la défense de la France, c'est-à-dire que l'histoire ne devient plus qu'un argument pour faire France. Et donc, du coup, il n'y a plus du tout de réflexion, il n'y a plus du tout d'analyse, même dans ce... C'est uniquement orienté vers le résultat. Et d'ailleurs, il dit à un autre moment, je me moque des pages sombres de l'histoire de France. Je me moque des pages sombres de l'histoire de France. Donc, vous voyez, tout est orienté pour faire France, pour faire autochtonie. Donc là, l'histoire, c'est une arme centrale. Hein, ça doit, en fait, valider tout le projet que je vous ai décrit. Et d'ailleurs, ça diffuse parce qu'on a été attaqué par un historien que je ne citerai pas, juste parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais pour vous donner la diffusion de ce type d'argument. Il y a eu un débat sur le rôle de Vichy dans l'arabe du Veldiv. Hein, est-ce que c'est plus les Allemands? Est-ce que c'est plus Vichy? Bon, c'est un débat sans fin entre historiens. Hein, quelle est la part de responsabilité? Le débat ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas spécialiste de cette période. Mais ce qui était intéressant... donc, ce qui m'intéressait dans la réponse de l'historien, dans le débat, il dit oui, lors de la célébration récente en juillet donc de la rafle du Veldiv, hein, je vous rappelle, c'est chez juillet 42, on a tapé sur Vichy, on a oublié qu'il y avait les Allemands. Alors, on peut discuter sur le rôle, hein, je veux dire, ça c'est de l'histoire, hein, de voir qui est responsable de quoi, c'est un boulot d'historien. On sait que Vichy a de très lourdes responsabilités, mais encore une fois, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce que disait cet historien, qui est professeur d'université, donc c'est pas un zozo, qui n'est pas spécialement zémourien en apparence, il disait, oui, tout ça, tous ces gens qui attaquent Vichy, c'est du French bashing. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire maintenant que, quand on met en cause Vichy, d'une certaine manière, on met en cause cette idée de la France, finalement. Et donc, vous voyez la mutation progressive, c'est-à-dire tout ce qui fait France fait autochtonie, donc fait défense contre l'autre, donc finalement, Pétain, Vichy, tout ça, ça fait partie de mon grand récit. Et d'une certaine manière, quand on va réinterroger, hein, et ça c'est quand même une mutation très contemporaine, dire avant attaquer Vichy, ceux qui défendaient Vichy c'était des néo-pétainistes, etc. C'était au nom de l'idéologie de Vichy. Là c'est même ce type-là, je ne pense pas du tout qu'il est vichiste, ni même qu'il est antisémite ou quoi que ce soit. Hein, mais c'est des gens qui commencent à être influencés par ce type de pensée. Et pour lui, en quelque sorte, quand on charge la barque, hein, on ne fait pas de l'histoire, comme voilà, on fait du French bashing.
Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de reconstruire une France autochtone où finalement, tout est inattaquable, et si en quelque sorte vous attaquez la France, quelle qu'elle soit, vous affaiblissez la France dans son combat, dans cette guerre de civilisation. Donc vous voyez, on est quand même dans un monde un peu nouveau, qui construisent ce rapport-là, et dont Zemmour est la pointe avancée. Et donc du coup, si on veut faire France de manière nouvelle contre l'adversaire, contre les menaces, finalement, il faut effectivement écrire l'histoire en fonction de la France. Donc là, évidemment, c'est très marqué, et ça conduit évidemment à des choses incroyables du point de vue historique qui n'avaient pas eu lieu depuis longtemps, c'est-à-dire de mettre en cause tout ce qui, en quelque sorte, salirait la France ou une partie d'entre elles. Le plus beau cas est quand Éric Zemmour a mis en cause la culpabilité de Dreyfus. Tous les historiens du monde, les plus sérieux, que ce soit de droite, de gauche, personne ne met en cause l'innocence de Dreyfus, bien sûr. On peut ensuite discuter des interprétations de l'affaire, mais tout, depuis l'affaire Dreyfus elle-même, puisque les historiens s'étaient engagés, les spécialistes des écritures avaient montré combien il y avait des faux qui avaient été faits pour accuser Dreyfus. Donc il n'y a pas de discussion. Personne à l'université ne va discuter de l'innocence de Dreyfus. Vous passeriez pour un débile, même à la limite, puisque tout le monde l'a montré 50 fois. Mais Zemmour, lui, évidemment, il n'a pas peur. Il dit, finalement, sur Dreyfus, alors il ne dit pas qu'il est coupable, il n'est quand même pas non plus idiot à ce point-là, il dit, on ne saura jamais. Donc, vous voyez, il instille le doute. C'est ce qu'il dit, on ne saura jamais, après tout, peut-être que oui, peut-être que non. Et donc, vous voyez cette idée-là, pourquoi? Parce que si vous revenez sur Dreyfus, d'une certaine manière, là aussi, vous renforcez l'idée que ceux qui ont été anti-Dreyfusards avaient finalement une bonne légitimité, puisque après tout, ce n'était pas si simple, puisqu'il y avait des doutes, et que le doute subsiste. Donc il reconstruit là aussi une forme d'unité nationale en disant, bien sûr, il y avait ceux qui pensaient que oui, ceux qui pensaient que non, et finalement ça se vaut si on ne sait pas. Si on sait, ça ne se vaut pas. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Même à l'époque. Puis à l'époque, on commençait à le savoir de plus en plus, puisque les gens avaient démontré. Et donc du coup, si tout ça, finalement, après tout, être anti-Dreyfusard, voilà. Donc vous comprenez la perversion de ces usages de l'histoire. Tout ce qui ne fait pas France, finalement, doit être démonté, même quitte à raconter des choses énormes. Et alors là, où évidemment ça devient encore... Si vous continuez dans ce sens-là, évidemment, bon, Dreyfus c'est une chose, mais si on continue, il y a l'épisode de Vichy. Difficile quand même aujourd'hui quand on prétend défendre la politique de Vichy, à part quelques vieux nostalgiques. Et alors là, la nouveauté aussi, puisque je vous disais en introduction, ce que j'essaye de faire, c'est de mesurer ce qui est nouveau, c'est que des nostalgiques de Vichy, il y en a toujours eu. Puis je pense que vous en avez quelques-uns par âge, vu les discours qu'il y a ici. Donc ça existe, comme il y a des nostalgiques de l'OAS, etc. Bon. Donc tout ça, c'est pas un problème. Sauf que la nouveauté avec Zemmour, là aussi, c'est que ça sort de l'ombre. Il y avait toujours des gens qui ont mis en doute la culpabilité de Dreyfus, mais c'était des petits groupes de fachos que personne ne connaissait, ils étaient 50 au mieux, dans une réunion. Là, c'est à la télévision devant des millions de téléspectateurs. Donc c'est plus du tout le même discours. Qu'il y ait toujours eu des gens qui aient tenu les pires discours antisémites, néo-nazis, tout ce que vous voulez, ou pro-vichistes, ça c'était, on le sait. Il y a eu toujours des petits groupes d'extrême droite radicaux, des négationnistes, mais c'était quand même cantonné. Zemmour, ce qu'il fait, c'est qu'il fait passer cela dans un espace public large, en accointance avec les idées d'extrême droite que je vous ai décrites. Et donc du coup, si Vichy, qu'est-ce qui est gênant dans Vichy? Politique conservatrice, c'est pas la politique agricole de Vichy qui est gênant, même si elle n'est pas, voilà. C'est la politique du travail, c'est pas génial, le corporatisme, on peut pas, voilà. Mais tout ça, c'est pas, à l'échelle de l'histoire, c'est pas très grave. Ce qui est grave, évidemment, c'est la politique de répression et évidemment la politique de déportation anti-juive. Ça, c'est évidemment impardonnable et aucun Français normalement constitué peut trouver que c'est génial, cette partie de Vichy. Donc du coup, ce qu'il faut faire là aussi, si vous voulez éviter le French bashing, si vous voulez faire France et autochtonie, il faut essayer d'éliminer cet aspect-là. Il faut essayer d'éliminer cet aspect-là, d'où le fait que Éric Zemmour a remis au bout du jour les plus vieilles thèses vichistes en disant, en fait, il le dit dans ses livres, je résume, on les a lus pour travailler sur la brochure, je les ai repris là, il dit en fait, vous inquiétez pas, bien sûr tout ça c'est pas très beau, mais en fait il préparait la revanche en douce, il l'écrit texto. C'est-à-dire qu'en fait c'est la vieille thèse du bouclier et de l'épée, De Gaulle était à Londres, c'est l'épée, et puis le bouclier qui protégeait les Français, c'est Pétain. Il dit clairement, Pétain, c'était en fait un rusé, il préparait la revanche. C'est génial. Alors qu'on sait, alors que c'est complètement faux, puisque même en 1944, quand les Alliés débarquent, ils donnent ordre aux armées de surtout pas les soutenir. Donc, pour quelqu'un qui prépare la revanche. Je veux dire, donc historiquement, c'est n'importe quoi. On peut le démontrer en 20 secondes. Il suffit que je vous dise ça pour vous montrer que c'est faux. S'ils préparaient la revanche, quand les Américains arrivent, ils devraient évidemment mettre toutes ses forces à leur service. Or, en fait, il dit clairement de ne pas intervenir. Donc, voilà. Donc, ça ne tient pas la route une seconde, même au moment où on pourrait le faire. Donc, vous voyez cette idée de dire,
finalement tout ça n'est pas très grave, on peut rester France, hein, puisque finalement les Dreyfusards avaient leur bon droit avec eux, puisqu'on ne sait pas, hein, et que Vichy a fait ce qu'il a pu dans des circonstances difficiles. Et donc, du coup, le dernier élément étant, vous l'avez entendu, cette polémique, du coup, que Vichy a protégé les Juifs français. Ce qui est complètement faux. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les arguments, mais il les a donnés 50 fois. Je vous en donnerai un seul, c'est que le statut des Juifs de 40, qui est pris par Vichy, concerne tous les Juifs de France, hein, étrangers ou pas. Hein, donc, ils sont d'emblée affaiblis, hein, virés de la fonction publique, etc., donc mis aux mains de ceux qui vont pouvoir ensuite les défendre. Donc, tout ça ne tient pas la route. Mais là aussi, et vous voyez pourquoi c'est évidemment construit dans le présent, parce que qu'est-ce qui est finalement gênant dans Vichy, encore une fois, c'est pas, bien sûr, des aspects qui sont déplaisants, mais bon, hein, c'est autrefois, etc. Encore une fois, c'est ce qui est la torture, la violence, la déportation, tout ce qui est évidemment des mesures qu'on peut juger inhumaines, assez facilement. Et d'autre part, évidemment, si vous prenez une guerre de civilisation, si vous prenez la résistance à l'invasion, si vous considérez que vous avez là, devant chez nous, devant vous, des gens qu'il faut chasser. Pour les chasser, il faut bien les arrêter, il faut bien les mettre dans des camps, il faut bien à un moment s'en occuper de ces gens-là. Ah oui, mais c'est pas beau les camps en France, hein. À quoi ça nous fait penser à Vichy. Mais si du coup Vichy n'a pas fait grand-chose, bah nous, après tout, on est bien légitime pour le faire. Donc vous voyez, si vous affaiblissez la politique raciale de Vichy, vous donnez plus de champ à celle d'aujourd'hui. Parce que vous dites, bah, c'est pas très grave les camps, il a fait ce qu'il a pu puisqu'il les a protégés. Nous aussi, on protège les Français après tout, hein, si on ouvre des camps. Donc vous voyez qu'en réalité, tout est pensé par rapport au présent. Hein, à créer une France idéale et une France qui puisse agir contre la menace, contre l'invasion. Donc rien de tout ça n'est de l'histoire. Rien de tout ça n'est une réflexion sur l'histoire. Hein, ce sont des arguments qui sont donnés pour le présent et je vous ai donné évidemment un certain nombre de ces éléments. Alors, tout ça pourrait être finalement assez anodin, on pourrait me dire, ben d'accord, c'est facile, vous nous avez expliqué, donc les arguments d'Éric Zemmour vont tomber assez vite. En fait, non, parce que en plus de construire un discours nouveau, comme j'essaie de vous montrer, ce que fait Éric Zemmour, c'est qu'il construit un récit. Et donc un récit, ça passe bien au-delà de ceux qui sont intéressés par les arguments politiques. Hein, quand vous lisez un livre, évidemment, la manière dont c'est mis en scène, et en fait, il a un talent pour raconter l'histoire et la mettre en scène qui fonctionne, hein, puisque ces livres sont des grands succès, et qui fonctionne sur plusieurs choses. D'abord sur l'analogie permanente entre le passé et le présent. Hein, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de France et il le raconte par rapport à ses inquiétudes présentes, et donc du coup là aussi ça a des fonctions qui chez le lecteur peuvent susciter la compréhension quand il y a une certaine empathie de principe. Deux exemples d'analogie, c'est l'idée de la chute de l'Empire romain, hein, qui connaît très mal, là aussi, peu importe. La chute de l'Empire romain, vous le savez, c'est les barbares qui sont venus, qui ont fait chuter Rome. Et donc, analogie facile, hein, qui va nous faire chuter? Toujours les mêmes. Hein, donc, voilà. Alors, c'est intéressant, là aussi c'est faux, puisqu'en fait, les barbares avaient passé un certain nombre de traités avec l'Empire romain, comme tous les historiens, même de ça. Mais peu importe encore les faussetés de Zemmour, mais que vous voyez que ça marche bien. Hein, vous voyez, c'est nos grands récits de l'Empire romain, les barbares sont à nos portes, comme nos barbares sont à nos portes, et vont nous faire chuter comme l'Empire romain a chuté. Alors là, c'était assez classique, mais surtout, il va très loin, Zemmour, et du coup, il va même le faire pour l'époque protestante. C'est-à-dire qu'en fait, il va un peu assimiler les protestants à des ennemis de l'extérieur, et il va construire l'idée que finalement, les sièges et les guerres contre les protestants, c'est un peu celle qu'on va mener aujourd'hui. Il parle même de La Rochelle islamique. Hein, donc, vous voyez, donc tout ça parle. Hein, donc vous avez la chute de l'Empire romain, les La Rochelle islamique. Et c'est un des premiers à tordre autant les choses, hein, pour faire en quelque sorte de l'histoire une grande guerre des civilisations qu'on mène en quelque sorte depuis l'Empire romain. Donc ça c'est évidemment assez efficace dans le récit, hein, puisque du coup le lecteur présent n'est pas perdu dans l'histoire, mais il est toujours ramené à la situation présente, qui est toujours la même avec les obsessions zemmouriennes et de l'extrême droite. Deuxième élément qui est très important par rapport à ce que je vous disais, c'est l'idée toujours d'une identité fermée, hein, qui caractérise l'extrême droite, parce que la notion d'identité n'est pas forcément, je dirais, négative. Hein. Il y a des identités qui servent à faire émerger. Hein. Les Noirs américains, quand ils ont commencé leur lutte, il fallait qu'ils produisent une identité. Hein. S'ils allaient lutter, c'était des minorités qui avaient besoin. Donc il y a une identité positive. Mais l'extrême droite a une identité qui est toujours fermée, hein, donc qui crée un périmètre pour mettre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et donc toute l'histoire de France de Zemmour, c'est ça. Hein, c'est de créer un dedans et un dehors, des clivages, des affrontements. Et donc, comme ça a été bien montré, en fait, son histoire, elle est en permanence construite sur la violence.
Ce qui est intéressant, parce que l'histoire de France, elle est multiple, hein, mais lui, la guerre et la violence sont omniprésents. Hein, il y a une linguiste qui a montré que le mot guerre était un des plus présents dans ces textes. Donc vous voyez, c'est une histoire de France qui a aussi des orientations, qui crée des clivages, et ces clivages, c'est toujours, et ça aussi, ça marche bien, et ça, c'est assez fonctionnel, c'est les héros et les traîtres. Alors là, c'est aussi intéressant parce qu'il construit une histoire de France où il y a toujours un eux et nous, ça c'est assez classique, hein. Maurras aussi et Barrès, quand ils parlaient d'histoire de France, surtout Maurras, hein, il y avait évidemment l'anti-France. Hein, donc eux et nous, c'est classique de l'extrême droite. Hein, vous savez, l'anti-France, hein, c'était les francs-maçons, c'était les protestants, c'était les juifs. Hein, donc ça, c'est très classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une perspective historique, Zemmour nous conduit de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui en expliquant qu'il y a toujours eu des traîtres qui ont participé au déclin français. Donc il va construire une catégorie sur le temps très long, hein, alors que l'extrême droite, c'était plutôt assez immédiat, évidemment, parce que les Juifs au Moyen-Âge n'avaient pas quand même un effet très, très intéressant dans la société du XIXe siècle. Hein, donc c'était beaucoup plus contemporain. Lui, non. Il va créer l'histoire qu'il y a une catégorie de traîtres qui ont participé au déclin de la France, et ces acteurs, c'est évidemment, très souvent, évidemment, les pensées progressistes, et surtout tous ceux qui ne sont pas partisans de la guerre. Ça, c'est très intéressant. Et on va retrouver ça chez le maire de Béziers aussi, Robert Ménard, qui est très proche dans son usage de l'histoire, même si politiquement, ils peuvent avoir des moments d'alliance et de mésalliance, peu importe. Hein, sur le plan des usages de l'histoire, j'y reviendrai, on trouve ça chez Ménard. C'est l'idée que finalement, les pacifistes ont affaibli la France, hein, et sont une des causes de leur déclin. Donc la guerre, évidemment, alors la guerre aujourd'hui, c'est plus contre les Allemands, hein, mais vous voyez bien que si vous ne devez pas désarmer la France d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un adversaire qui est autre, qui est toujours le même, hein, qui est la civilisation arabo-musulmane, et ceux qui sont à l'intérieur, donc les musulmans de France, dans leurs différentes incarnations. Donc la guerre, elle a une fonction présente, mais elle montre que tous ceux qui finalement n'ont pas été pour la guerre ont eu tort. Et donc l'histoire, là aussi, a une fonction, hein, de montrer que finalement le pacifisme a été toujours du mauvais côté. Hein, ce qui évidemment historiquement n'a pas de sens, mais là aussi. Et on retrouve le même discours chez Robert Ménard, hein, qui explique que voilà, il y en a marre des mutins, il faut parler des poilus 14-18 qui eux se sont battus et arrêter de parler des. Donc vous voyez, ils construisent tout un élément qui finalement permet de faire de l'histoire un argument historique et surtout de faire un récit. C'est ça qui est efficace, parce que si c'était que des arguments sur Vichy, je pense que ça ne passionnerait pas les foules, hein, de rentrer dans le détail. Mais dans les livres de Zemmour, dans la manière dont il le fait, c'est un livre d'histoire. Un livre d'histoire selon les principes que je vous ai donnés, et donc il y a une véritable efficacité. Et donc je pense que pour toutes ces raisons, Zemmour est dangereux, parce que ce discours que je viens de vous décrire rapidement, pour en discuter, hein, cette identité fermée à travers l'histoire, hein, cette construction d'une autochtonie France, ça hérite bien au-delà. Ça hérite bien au-delà, c'est qu'il y a de nombreux relais. Il y a de nombreux relais, et vous savez que l'extrême droite, et je pense que Johannes a raison quand il dit que c'est lui qui a dominé la présidentielle, c'est qu'en réalité, comme il y a une forme de course à cet électorat-là, tout le monde finalement va emprunter ces arguments-là. Alors évidemment, pas de manière aussi construite que Zemmour, parce que Zemmour, ça fait système, hein, je vous l'ai dit. C'est l'idée de faire référence en racontant l'histoire, comme j'ai essayé de vous le montrer en allant vite. Alors évidemment, les autres leaders de la droite conservatrice, par exemple, vont reprendre des bouts de Zemmour. Mais ils vont répondre des mots parce qu'ils voient cette efficacité du récit, hein, y compris ceux qui a priori ne passaient pas pour des fascistes en herbe, hein, comme Valérie Pécresse, qui lors de ses derniers discours va parler du grand remplacement. Hein, le grand remplacement, typiquement, un processus d'extrême droite, c'est-à-dire l'idée que la population française va être remplacée par ceux qui sont toujours en train de nous envahir, toujours les mêmes. Hein, cette idée du grand remplacement, c'est une idée néo-nazie, on le sait bien, elle date des années 50. Hein, et elle a été remise récemment au goût du jour dans les années 2000 hein, par des écrivains comme Renaud Camus et d'autres intellectuels d'extrême droite. Donc on sait très bien comment elle est située, elle ne correspond à rien historiquement, il n'y a pas de grand remplacement. Mais peu importe, hein, c'est là aussi un récit historique que Zemmour popularise, diffuse, et qui, comme évidemment c'est assez séduisant, dire un grand remplacement ça fait peur, hein, etc. Je reviendrai sur cette notion de peur dans un instant. Et donc du coup le résultat est qu'il y a une diffusion, hein, par capillarité, par réseau, par petits bouts, hein, de tous ces discours-là. On le voit bien aussi, donc ça peut être des mots-clés, comme grand remplacement, ça peut être aussi la mise en doute, parce que finalement, on le voit, le discours sur Pétain, finalement, avec l'éloignement du temps, avec les générations qui n'ont pas connu la guerre, etc., ben, Pétain, ben, c'est une figure qui devient plus trouble, et on voit bien que Zemmour s'est joué sur l'éloignement du temps, hein, et cet argument de finalement ce vieux maréchal qui s'était battu en 14-18 ne pouvait pas être complètement mauvais, c'est des choses qui ont une certaine efficacité dans le récit.
Hein, si vous expliquez, oui, là, bien sûr, c'était pas un saint, mais il a fait ce qu'il a pu, il a sauvé les juifs français. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez plutôt envie de sauver vos enfants que ceux d'à côté. Non? Bah oui. Donc vous voyez, c'est des récits qui sont très efficaces. Parce que sauver les juifs français et laisser les juifs étrangers, bien sûr, c'est horrible. Mais c'est ce que tout le monde fait, hein, on sauve d'abord ses proches. Donc vous voyez quand même les échos hein, avec la familiarité du récit. Ben, ce sont des arguments qui ont prise. Hein, ce sont des arguments qui sont simples, qui sont efficaces. Hein, ça joue sur le slogan et sur le récit. Hein, le slogan, c'est le grand remplacement. Le récit, c'est de dire, ben, vous voyez, Pétain a fait ce qu'il a pu. Et puis après tout, il a fait comme tout le monde. Et c'était pas si horrible que ça. Encore une fois, je ne discute pas de la fausseté de ces arguments. J'essaie de vous montrer... voilà. Alors maintenant, dans une seconde partie, après vous avoir montré comment ça s'illustre dans Zemmour, j'aimerais essayer d'être un peu plus précis, de voir finalement dans quelle perspective, aussi sur le plan politique, on doit prendre ces analyses de l'histoire et les arguments historiques que j'essaie de vous donner. Autrement dit, voilà, comment mettre Zemmour en perspective et comment mettre ce discours-là de manière plus large. En fait, moi je pense que le réarmement idéologique de la droite a été le terreau sur lequel Zemmour a poussé au plus loin les arguments. Et je date cela de l'époque de Sarkozy. Je ne veux pas personnaliser, hein, c'est jamais une affaire de personne, évidemment. Mais je pense que c'est ce moment-là où la droite hein, a réussi, avec un certain nombre d'idéologues, en profitant d'un certain nombre de conjonctures aussi, que je vais vous définir, a entamé une véritable guerre culturelle. En comprenant qu'il fallait reprendre l'argument moral et le retourner. Et ça, c'est ce moment-là que je voudrais expliquer avec vous. Quand on était dans les années 80, il me semble, mais encore une fois, je vous dis, c'est une part de discussion, hein, c'est des arguments importants. Je pense que jusque dans les années 80, il y avait plusieurs éléments qui ne donnaient pas prise à cette puissance culturelle de la droite d'aujourd'hui. D'abord, il existait un bloc de l'Est qui était un adversaire, qu'on pouvait trouver plus ou moins efficace, etc., mais qui existait. Il y avait un contre-modèle. Donc déjà, il fallait être mesuré face au contre-modèle. Alors évidemment, dans les années 80, il avait déjà montré des signes de faiblesse, hein, qui vont être fatales. Mais il y avait l'idée qu'on pouvait quand même avoir un autre monde. Et quand il y a eu le gorbatchevisme, pour certains, c'est de dire, ben voilà, peut-être que là, on va trouver encore. Donc il y avait quand même l'idée d'un autre monde qui n'était pas le monde capitaliste occidental, et donc qui existait. La social-démocratie venait juste de prendre le pouvoir en 80 avec Mitterrand, donc c'était aussi une alternative. Hein. On pouvait imaginer hein, que des sociodémocrates étaient capables de changer le monde avec un certain nombre de réformes, comme celle de 81, comme celle qu'il y a eu ailleurs, hein, voilà, dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, etc. Donc on était dans un monde où, en quelque sorte, la gauche avait quand même un certain nombre hein, d'éléments porteurs de futur. Hein, que ce soit le bloc de l'Est en réforme avec Gorbatchev, que ce soit les espoirs de la social-démocratie. Je lisais un roman qui est très intéressant de Christian Adolphi sur la fermeture des... Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc Astolfi, pardon, qui est un ancien ouvrier de la Seine-sur-Mer et qui raconte la fermeture des chantiers navals. Et ce qui est passionnant, parce que j'avais un peu oublié, c'est de voir à quel point les ouvriers des chantiers pensaient que tout allait être sauvé avec l'arrivée de la gauche en 80. Et j'avais oublié, parce que je l'ai vécu bien sûr, comme jeune homme, et puis j'ai lu, mais ce qui est incroyable dans ce roman, c'est la puissance de cette croyance. On a oublié, parce que nous on a vu ce qui s'est passé depuis, hein, mais peut-être certains me souvenir à l'idée de dire, mais oui, ça y est, ils arrivent, donc bon, hein, c'est bon là, hein, tout ce qui était en train, les licenciements, les risques, etc. Et donc du coup, on sent voir une puissance d'espoir. Hein. Donc il y avait une gauche, et du coup, une gauche qui pouvait être aussi, du coup, porteur des valeurs morales. Donc l'antiracisme, le respect de l'autre, hein, tout ce qui fait la gauche normalement, la solidarité, le refus des inégalités fondées autre chose que sur voilà, le mérite au moins, hein, donc tout ce qui fait quand même des valeurs de gauche, donc du coup elle s'était portée moralement. Or, si vous vous projetez 20 ans après, c'est plus du tout la même chose, il n'y a plus d'ennemis à l'Est, hein, plus personne, je vous disais l'effacement total de la menace communiste, qui encore une fois hein, existait quand même comme un contre-modèle, même pourri par certains côtés, même parfois affaibli, mais il y avait quand même autre chose. Donc ça c'est important. Donc deuxième élément, la social-démocratie, bah, elle n'a pas changé le monde non plus. Hein, et puis, donc du coup, la gauche commence à s'être affaiblie, évidemment. Hein, donc, et elle-même, finalement, a entamé un certain nombre de politiques qui semblaient pouvoir même aller contre ces valeurs. Et donc du coup, à ce moment-là, on voit le basculement. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, évidemment, l'accroissement de la crise économique. Et donc la droite va saisir ce moment-là, finalement, pour retourner les valeurs, en disant cette gauche qui nous a expliqué la morale pendant des décennies, hein, en disant que l'égalité, l'antiracisme, le respect de l'autre, etc., ben regardez,
Hein, ça a donné le goulag et ça a donné la social-démocratie qui gouverne exactement de la même manière que nous. Donc arrêtez de vous donner des leçons de morale. Je vais très bien. Et donc du coup, pour vous dire, ce contexte-là, d'une gauche très va être saisi par un certain nombre de gens qui sont très efficaces intellectuellement, qui sont parfois d'ailleurs des théoriciens d'extrême droite. Il y en a un qui est assez intéressant parce qu'il est toujours très actif, qui va être un de ceux qui vont forger le discours qu'on va retrouver ensuite autour de Nicolas Sarkozy. Pourquoi je dis Nicolas Sarkozy? Parce que c'est lui qui, le premier, va finalement opérer cette guerre culturelle au plus haut niveau. Avant, et ça on le voit très bien. Dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il crée? Il crée un ministère de l'identité nationale. Vous voyez? Donc tout ce que je vous ai dit, tout ce qui avait été pensé par l'extrême droite depuis les années 70, qui avait été facilité par les faiblesses de la gauche dans les années 80, ben, les intellectuels autour de Sarkozy, pas lui parce que lui il s'en fout, mais tous ceux qui en quelque sorte avaient les moyens de donner des orientations intellectuelles vont saisir ce moment-là en disant c'est maintenant. Et ils vont le faire. Ils vont le faire, et si vous vous souvenez, l'arrivée au pouvoir de Sarkozy, déjà quand il était ministre de l'Intérieur, il avait bien durci les choses, mais quand il devient président de la République, c'est l'idée de dire, ben voilà, l'identité maintenant elle est là, c'est un ministère. C'était quand même une rupture absolue. Un ministère de l'identité nationale. Donc en fait, c'était le triomphe non pas de la droite, mais de l'extrême droite. De cette idée de dire, on est autochtone, on a notre identité, cette identité, il faut la défendre. Donc vous voyez, donc Zemmour n'arrive pas finalement tout seul comme un... Voilà. Et ce qui est très intéressant, parce que les hommes ça joue, c'est qu'un des plus proches conseillers de Nicolas Sarkozy, c'était Patrick Buisson. Or Patrick Buisson est un de ceux qui a fabriqué Zemmour. C'est un de ses premiers parrains. Donc, là encore une fois, je ne crois pas à l'homme seul. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce moment-là, de guerre culturelle de la droite qui a été porté par Buisson à l'époque de Sarkozy, 15 ans après, c'est le même mentor qui en quelque sorte radicalise. Évidemment, parce que vous ne faites pas la même chose quand vous êtes président de la République et quand vous êtes Zemmour, vous n'avez pas la liberté. Mais ce qu'avait commencé à mettre en place Nicolas Sarkozy, donc cette identité nationale, je vous rappelle qu'il y avait eu un ministère, mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu un débat sur l'identité nationale. C'est-à-dire tout ce que la droite avait fait monter, nous sommes une culture, nous sommes une civilisation, encore une fois, on avait laissé tomber l'aspect apparemment le plus radical de racisme, de domination, etc. Mais on avait gardé cet aspect le plus opposant. Et donc du coup, le différentiel, c'est ça, parce que si vous avez une identité nationale, c'est que les autres en ont une autre. Et donc elle n'est pas forcément compatible. Donc en fait, il me semble que si vous voulez, ce réarmement idéologique de la droite, qui a été incarné par le sarkozysme, on arrive à la radicalisation de ce qui a été fait dans les années 2000. Et donc c'est pour ça que les choses sont assez plus larges et que du coup, le pauvre pourcentage de Zemmour à la présidentielle ne nous dit rien sur ces ponts, sur ces liens entre la droite et l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'invite toujours à ne pas s'attarder trop aux étiquettes. Ça avait été montré par un prof de sciences politiques à propos du fascisme dans l'entre-deux-guerres. On disait il n'y a pas de fascisme en France, regardez les ligues purement fascistes, celles qui répondent à une définition, elles ne sont pas nombreuses. C'est quelques petits mouvements, le franquisme de Marcel Bucard, peut-être une partie des Croix de Feu, mais tout ça, ça ne nous fait pas un fascisme français. Et Debré avait répondu, bien sûr, sur le plan nominal, mais en réalité, il avait montré que tous les réseaux entre la droite et l'extrême droite étaient extrêmement poreux et que les arguments circulaient. Donc si on s'en tient nominalement à qui prend l'étiquette fasciste, évidemment, on ne trouvait pas de fascisme français. Mais que si on regardait, si on prenait ce qu'il appelle une analyse relationnelle, en fait, il était bien là. Il passait par un fascisme propre que certains conservateurs portaient, par, comme je vous le disais, le relevé de certains arguments et pas de d'autres, mais qui de toute façon permettaient quand même de les mettre en application. Et donc, vous voyez, ce réarmement idéologique de la droite, finalement, Zemmour n'en est qu'une des incarnations les plus radicales, et c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'il va y avoir tout un ensemble de porosités qu'on voit déjà avec Valérie Pécresse, qui vont reprendre ce discours autochtone. Nous, eux, la guerre des civilisations, et évidemment, cette approche différentialiste. Alors, cette approche, elle est intéressante. Et là aussi, il y a un lien avec Sarkozy, c'est que si vous voulez faire France, si c'est eux et nous, si vous voulez raisonner comme ça veut dire que vous ne pouvez pas exclure aussi de cette France toute une partie qu'on dirait progressiste. Et du coup, ce que vont théoriser ces gens-là, c'est ce qu'ils vont appeler la désaffiliation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir piocher dans l'histoire de France des figures progressistes au nom de la France, non pas au nom du progrès. Et donc Sarkozy a été le premier à le mettre en place. Je vous rappelle qu'il a mis en avant la figure de Jaurès dans ses discours. Jaurès d'ailleurs qui avait déjà, et c'est pour ça que tout est intéressant historiquement, Jaurès était déjà une figure de l'extrême droite sous Vichy. Pourquoi? Parce que Jaurès c'était le bon français par rapport à Blum, l'homme du Front populaire, le juif. Et donc du coup il y avait déjà cette instrumentalisation de Jaurès par l'extrême droite. Jaurès c'était la France des terroirs, c'était Carnot, c'était Toulouse, etc. Contre ces étrangers, contre ces Blum qui viennent dans le Cézou, contre ce Front populaire fait de métèques et de francs-maçons. Donc vous voyez,
c'est ça. Et donc là, ça, ce qui avait été fait de manière très explicite sous Vichy, va fonctionner chez Sarkozy, c'est la désaffiliation. C'est-à-dire qu'on va prendre les figures de la gauche progressiste ou du progrès, auxquelles on va enlever leurs aspects les plus dangereux, hein, tout ce qui est réforme sociale, etc., pour ne garder que l'icône. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette désaffiliation, elle va bien marcher, c'est-à-dire que, du coup, on va passer pour quelqu'un d'assez œcuménique. Mais sauf qu'en réalité, on va reprendre de Jaurès rien du tout. On reprend que l'image. Et vous savez, vous vous souvenez aussi peut-être que même Sarkozy avait utilisé l'image de Guy Môquet, donc jeune militant communiste. Hein, voilà. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il avait pris dans Guy Môquet? Sans doute pas le militant communiste, mais le héros, le jeune. Parce qu'évidemment, dans une vie, tout le monde est multiple. Donc vous pouvez toujours prendre une figure. Hein, voilà. Si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on prenait? Le héros sacrifié. On ne savait pas trop pour qui, pourquoi. En fait, c'était pas. Voilà. Donc, il s'était quand même battu pour l'idéal communiste, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le jeune qui était mort pour la France. Hein. Et donc, du coup, c'est ça la désaffiliation. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez l'icône acceptable par tous. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, la difficulté, c'est qu'on va, en quelque sorte, tenter de minorer Pétain comme un homme de droite, comme un fasciste, comme un... Voilà, mais du coup, on va aussi aller prendre de l'autre côté des figures auxquelles on va enlever leur potentiel subversif, ou réformateur, ou révolutionnaire, pour ne garder que l'icône, hein, finalement, de l'homme politique français, du jeune héros. Et donc, cette politique, elle est théorisée. Et donc, du coup, ça marche bien. Parce que, vous voyez comment l'autochtonie est reconstruite. Eux et nous, mais eux, c'est nous, c'est Jaurès. Ah oui, c'est Jaurès, mais c'est quoi Jaurès? Ben rien, c'est une figure, hein, c'est un député, c'est un socialiste, bon, le mot est, voilà. Donc vous voyez comment hein, cette construction-là, elle semble beaucoup plus pacifique et apaisée, mais elle est d'autant plus dangereuse. Parce qu'un finalement, un musulman ne pourra jamais comprendre Jaurès, dans le fond. Hein, il n'a pas plus que Pétain, après tout, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la désaffiliation. C'est-à-dire qu'on prend les icônes du passé, on les mélange, et au nom de la France, hein, on en fait quelque chose d'autre. Et donc, du coup, on peut présenter ça comme finalement, hein, ce que je vous disais, le différentialisme. Il y a nous, mais nous, c'est aussi Jaurès. Hein, après tout, c'est aussi Guy Môquet. Mais évidemment, vu selon les critères que je viens de vous donner. C'est pas Guy Môquet communiste, hein, c'est pas Guy Môquet avec tous les engagements que ça peut sous-entendre. C'est Guy Môquet comme un héros qui meurt pour la France. Je ne sais pas trop comment il meurt, pourquoi. Peu importe dans ce récit-là. Hein, mais l'autochtonie, elle marche bien. Et donc, du coup, ces autres, hein, ces hordes qui nous envahissent, elles ne pourront jamais être Guy Môquet, elles ne pourront jamais être Jaurès. Aussi. Hein, c'est ça, reconstruire un discours différentialiste. Eux, et nous, ils ont leurs références, nous avons les nôtres. Mais c'est pas grave si ces gens-là qui sont d'extrême droite et qui évidemment n'empruntent rien sur le fond à ces figures progressistes, hein, peuvent les mettre en série. Et Sarkozy l'a fait hein, de manière absolument systématique, hein, avec Jaurès, avec les communistes. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un autre exemple. C'est le Robert Ménard, pour vous montrer que ça s'illustre pas très loin. Hein. Robert Ménard, par exemple, qui a une politique de l'histoire qui est très importante, qui est très proche de celle de Zemmour, qui correspond exactement à ce que je vous ai décrit, hein, avec des nuances, va inaugurer, comme vous le savez, là aussi, hein, l'Algérie française est au cœur de sa rhétorique, mais il va aussi inaugurer une statue, par exemple, à une des plus belles figures de l'Allemagne résistante aux nazis, qui est Sophie Scholl. Hein, Sophie Scholl, c'est une jeune protestante, une fille tout à fait exceptionnelle, hein, elle est née en 21, donc elle est morte à 22 ans, hein, elle est morte en 43. Donc elle est morte à 22 ans après avoir distribué des tracts dans l'université de Munich, hein, en appelant tout le monde à résister à Hitler. C'était un tout petit groupe, donc c'est vraiment la figure, hein, très très jolie figure, hein, puis très bien. Et donc Robert Ménard a inauguré une statue de Sophie Scholl. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas l'accuser quand même hein, d'être un fasciste. Un monsieur qui, quand même, regardez Sophie Scholl, qui a perdu la vie en luttant contre les nazis. Elle a une statue à Béziers. Donc c'est ça la désaffiliation. Il ne porte évidemment aucune des figures de courage et de résistance de Sophie Scholl, Ménard. Mais c'est pas grave, il construit un récit hein, qui fonctionne et qui finalement n'a pas peur d'intégrer. D'une certaine manière, Sophie Scholl face aux musulmans, c'est quand même nous. Ça peut être nous, c'est pas grave. Hein. Donc vous voyez comment cette guerre des civilisations, elle est complètement différente hein, de ce que disait l'extrême droite. Et donc, il me reste encore 10 minutes pour tenir l'heure et qu'on ait du débat. J'avais encore quelques petites choses à vous dire, mais voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là aussi, c'est que non seulement donc, on a une temporalité plus longue que Zemmour, hein, qui commence au moins, à mon avis, dans les années 2000, hein, donc c'est ce que j'appelle, moi, une guerre culturelle menée par la droite pour retourner les valeurs, selon les principes que je vous ai donnés, et qui va s'incarner différemment.
Ça peut donc prendre des figures, on pourrait dire, relativement contenues, comme lorsque c'est Sarkozy, parce qu'évidemment, ça ne va pas jusqu'à des exclusions et des violences et à la réhabilitation de la dérive française directement, mais ça peut aussi, et c'est pour ça que ça irrigue, se retrouver dans les politiques municipales. Et on a un collègue de Béziers, Richard Bazakos, qui a fait un petit livre que je vous conseille, qui s'appelle La croisade de Robert Ménard, que j'ai préfacé parce que je trouvais excellent, parce qu'il montre que finalement ce que fait Ménard, c'est exactement ce que je vous ai raconté. Hein, c'est de reconstruire à l'échelle locale, avec les moyens, et vous savez ce que ça veut dire ici, d'une politique municipale, le même discours. Le bulletin municipal qu'a étudié Bazakos dans son livre est rempli d'histoire, et on va reconstruire un récit efficace. Alors Ménard, lui, sa manière de faire, c'est de construire là aussi un récit des affiliés, c'est l'idée de dire la France s'est construite dans la résistance. Alors, elle s'est construite dans la résistance à l'occupant, qui remonte plus ou moins au Moyen-Âge. Il y a un petit côté Midi, il y a un petit côté occitan, il y a un petit côté défense du Midi contre le Nord, etc., la résistance. Le Midi qui résiste au coup d'État de Napoléon III, donc vous voyez, il y a toujours des affiliations, sans le côté évidemment républicain. Et puis ces résistances, c'est les Paul Louis XIV, qui sont très importants dans sa rhétorique, qui cette fois-ci ne sont plus des soldats, qui sont plus éventuellement des victimes de la violence militaire, mais qui deviennent des résistants. Les vrais résistants, comme ceux, dans tous les cas de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont résisté ici contre les Algériens, donc l'Ouest, vous voyez déjà l'affiliation devient un peu compliquée, on parle, voilà. Et les derniers résistants, c'est nous, qui résistons contre la civilisation qui nous menace. Donc là aussi, vous voyez, construction d'un discours historique, d'autochtonie résistante, cette fois, qui joue un petit peu sur les particularismes du Midi aussi, pour le renforcer. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant parce que ça vous inscrit dans un temps long. Et d'une certaine manière, le dernier moment de résistance, c'est résister contre l'invasion arabo-musulmane dont on est victime. Donc en quelque sorte, les fachos sont les héritiers des Paul Louis XIV. C'est direct. Voilà. Donc ce discours-là, quand même, il est extrêmement, vous voyez, malléable, labile, et il peut s'incarner différemment. C'est-à-dire que Ménard ne fait pas exactement la même chose que Zemmour, ni la même chose exactement que Buisson, qui continue à être actif. Vous avez des formes. Vous avez des formes plus ou moins respectables, celles de ceux qui prétendent évidemment gouverner plutôt du côté, disons, de la droite conservatrice. Vous avez des formes radicales. Vous avez une incarnation dans des politiques municipales de cette politique du passé, dont Ménard est un exemple, parce que vous savez qu'il débaptise des rues, il en rebaptise d'autres, il fait des statuts. Donc ce n'est pas simplement des discours de télévision. Ensuite, ça passe, et évidemment, le dernier enjeu, c'est qu'évidemment, cet usage de l'histoire, encore une fois, il construit un monde, finalement, et c'est pour ça qu'il est dangereux, c'est que le et nous, ça conduit forcément à un moment à la violence. Puisque si vous avez construit cette autochtonie, cette barrière permanente à travers l'histoire, vous allez combattre, en tous les cas c'est l'objectif de ce courant, qu'il faut mener cette guerre-là. Donc c'est pas une guerre seulement des mots, c'est la guerre culturelle, la guerre des civilisations, évidemment, elle doit s'incarner à un moment donné, éventuellement, dans l'ouverture des camps et dans la guerre physique. C'est ça qui nous est donné derrière nous. Et donc du coup, vous voyez, cette construction de l'autochtonie, d'une France en soi, face au eux et nous, évidemment, elle a des tas d'incarnations. Alors, je voulais vous parler des manières dont c'est fait. Un des moyens dont elle est activée très facilement dans l'espace public, c'est ce que des collègues ont appelé les paniques identitaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour l'incarner, on crée l'idée qu'il y a une menace directe. Et on crée un moment de panique. C'est-à-dire que l'ennemi est là. Ils ont étudié un certain nombre de cas. Par exemple, des moments où finalement tout ce récit historique devient une incarnation. C'est notamment tous les moments où sont activées l'idée des violences qui sont commises par les immigrés, les réfugiés, etc. Alors, parfois ça peut se fonder sur un fait réel, parfois pas, mais surtout, à chaque fois, systématiquement, c'est inscrit dans la guerre des civilisations. On vous l'avait dit. Vous voyez, ce viol, cette violence, cette attaque, ces universitaires islamo-gauchistes, vous voyez, ils sont là. On vous l'avait dit qu'il y avait ces civilisations qui s'affrontent. Et donc, c'est une capacité aussi à transmettre de manière anxiogène ce discours dans un moment où vous allez faire monter l'événement. Donc il y a un livre là-dessus qui s'appelle « Les paniques identitaires », qui montre très bien comment ce discours trouve des incarnations, parce qu'il est très anxiogène. Il y a eux et nous, il y a les ennemis, et ces ennemis sont là, ils sont à nos portes, ils sont construits plus longtemps, ils ne seront jamais assimilables à nous, encore une fois. Nous sommes différents. Ça ne veut pas dire qu'ils soient inférieurs, ils sont juste ailleurs, et on n'en veut pas. Et maintenant, ils sont là. Donc maintenant, s'ils sont là, c'est qu'il faut évidemment les combattre. Alors, il me reste 5 minutes pour conclure. Ensuite, évidemment, on pourra discuter autour d'un verre de vin ou avant. Voilà. Et je voudrais vous dire finalement comment on peut répondre d'une certaine manière. Alors,
il y a plusieurs éléments de réponse. Et d'une autre manière, c'est aussi de répondre à la question finalement pourquoi ça marche. Parce que je pense que ça marche. Hein. Et quand le journaliste du Monde, qui est un bon observateur, dit que Zemmour a dominé la présidentielle, je pense qu'il a raison. Hein. Et d'ailleurs, il a réussi à imposer les débats. Hein. C'est-à-dire que beaucoup des gens répondent à Zemmour. Hein. Et donc du coup, c'est très compliqué, parce que si vous ne répondez pas, vous le laissez croire, mais si vous répondez, c'est lui qui a quand même donné finalement la question à laquelle il faudrait répondre. Et donc du coup, évidemment, j'ai pas de réponse toute faite. J'ai deux peut-être éléments, j'ai déjà donné, discuté, mais pour moi, le premier élément de réponse déjà, c'est de ne pas bâtir un contre-récit. Hein, c'est-à-dire souvent, ce qu'ont tendance à faire les gens de gauche, ou les gens progressistes, ou les partis, et j'ai déjà discuté, c'est de dire, ben voilà, eux, ils racontent cette histoire de la France, moi, je vais en raconter une autre. Je vais en raconter une autre et je vais restituer le vrai. Je vais dire qui était Jaurès. Je vais dire qui était Guy Môquet. Mais ce jeu-là, à mon avis, on a perdu d'avance. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins efficace. Parce que c'est beaucoup plus compliqué quand vous expliquez les choses. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas affaire à la raison en face. Hein, c'est-à-dire que cette réponse-là, elle appelle à la raison. En disant, mais... Et je me rappelle, j'avais été voir des dirigeants communistes au moment de l'affaire Guy Môquet, m'avaient dit, qu'est-ce qu'on fait? Et ils m'avaient dit, oui, il faut répondre, Guy Môquet, c'est nous. Mais je dis, mais vous n'avez pas les forces, bien sûr que c'est vous. La question n'est pas là. La question, c'est que si vous répondez sur le même niveau, vous allez perdre. Et de fait, ils ont perdu, puisque tout le monde a trouvé super Guy Môquet, la lettre, etc. Il y a eu une contre-offensive. Mais c'est pas en disant, c'est nous, Guy Môquet, c'est les communistes, parce que c'est pas ça. Parce que vous n'avez pas affaire à des gens raisonnables en face qui donnent... Vous voyez, vous n'êtes pas en train de débattre de savoir quel était l'engagement de Guy Môquet. Vous avez des gens qui construisent un récit politique, comme il le dit, ils écrivent l'histoire en fonction de ça. Donc du coup, c'est pas en répondant, en disant, il y a un récit d'une France progressiste, il y a une autre France que celle que vous décrivez. À mon avis, ça n'a aucune efficace. Hein, c'est-à-dire l'idée d'un roman national de gauche, à mon avis, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, c'est beaucoup moins efficace, parce que la gauche, on le voit, beaucoup plus affaiblie aujourd'hui, donc elle n'aura pas la voix pour le faire tenir, ce récit-là. Donc à mon avis, c'est pas la bonne réponse. On peut bien sûr en discuter, hein. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce point de vue, hein. Mais moi je pense que dans la conjoncture actuelle, je ne dis pas en général, mais dans le rapport de force contemporain, médiatique, politique, hein, opposé à ce récit-là extrêmement puissant, extrêmement efficace, extrêmement explicatif, hein, un récit, un contre-récit, c'est à mon avis, c'est vain. D'ailleurs, on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien que ça ne marche pas. Aujourd'hui, les discours sur le génocide vendéen ou sur le Jean Tipéta, ils marchent beaucoup mieux que les discours sur la belle Révolution française. Hein, voilà. Bon, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer. Alors, je pense pour autant, et il me reste vraiment 2 minutes pour ne pas dépasser mon heure, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait là, mais évidemment, là, on est entre convaincus, mais ce qu'il faut, c'est organiser des forums civiques sur ces questions. Parce que on le voit quand on commence à mettre des coups, non pas avec un contre-récit, mais en démontant ces discours-là, c'est beaucoup plus efficace. Hein, parce qu'évidemment, ça les met en question. Et donc ça, à mon avis, les mettre en question, aller sur leur terrain. Ah bon, vous dites ça, allons-y, pourquoi? Sans leur dire autre chose. Et pour vous donner un exemple, hein, je ne dis pas du tout qu'on a joué un rôle, mais la petite brochure qu'on a faite sur Zemmour contre l'histoire, qu'on a faite au début, je vais vous dire, j'y croyais pas du tout au nom de ce que je vous dis. Quand on a commencé, on l'a rédigé, on l'a publié chez Gallimard, hein, et au début, les gens, je dis, on va y aller moralement, parce que je ne peux plus entendre ce qu'ils racontent sur toutes ces périodes-là, et puis tous les historiens étaient d'accord, donc on s'est mis à 15, on l'a fait. Mais je l'ai fait, je dirais, pour l'honneur, et j'en aurais vendu 3, ça m'aurait, je veux dire, ça m'aurait pas étonné, je me suis dit, là encore, le discours, et donc on s'est dit, comment on va répondre? Parce qu'on avait plusieurs manières de répondre. Soit on répondait sur le plan moral et politique, en disant, ce que vous dites de Jaurès, c'est faux, voilà qui est Jaurès. Hein. Deuxième réponse, c'était de corriger ses erreurs. Et on a dit, on va faire ni l'un ni l'autre. On ne va pas corriger ses erreurs, il y en a plein, mais encore une fois, c'est pas le problème. Et on ne va pas non plus lui opposer une belle histoire de France à celle qu'il raconte. On va simplement montrer ce que j'ai fait avec vous, pourquoi ça ne marche pas. Hein, c'est-à-dire qu'on va aller sur leur terrain, on va se battre pied à pied avec leurs arguments. Et le livre, il a atteint aujourd'hui 100 000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'on a quand même des concitoyens qui ont envie d'être éclairés. Et moi, j'y crois beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aller sur leurs arguments, et il faut les démonter pied à pied. Hein, et pas leur opposer des arguments. Parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, je pense qu'ils auront la capacité à les diffuser. Et donc, moi, mon idée, et ce que je fais comme je peux, hein, c'est de jamais dire, voilà, il y a une autre manière de voir. Bien sûr, on peut le dire, hein, il
faut le faire, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas central, c'est d'essayer de multiplier les lieux où vous discutez leurs propositions, vous les renversez, et surtout où vous démontez le mécanisme qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre uniquement à l'erreur historique, parce qu'on va dire, on l'a fait des fois, on dit « Ah, mais vous êtes des historiens, vous êtes des universitaires, vous êtes jaloux, vous vendez moins de livres que lui, vous vous vengez, etc. » Donc vous n'êtes pas efficace si vous dites ça, vous dites qu'il s'est trompé sur la date. Et oui, toutes ces dates sont fausses. Il dit un nombre de bêtises, il se confond l'armée allemande, l'armée française. Bon. Mais ça, tout le monde s'en fout, en fait. Vous voyez bien que c'est pas pour ça que je dis que ça ne se joue pas là. Et dès que je vois des historiens qui corrigent Zemmour, ils ont raison toujours, mais tout le monde se moque d'eux sur les réseaux sociaux en disant « Mais vous êtes jaloux, c'est pas ça le problème, c'est des détails, vous pinaillez. » Donc il ne faut pas répondre au nom de la science. Il ne faut pas répondre au nom d'un autre idéal, il faut montrer comment ces gens, finalement, pervertissent, en fait, la pensée. Et là, j'ai vu qu'on avait touché des gens en allant au cœur de cet argument par ça. Donc, montrer comment, en quelque sorte, il y a une vraie malhonnêteté intellectuelle dans leur usage des choses, et comment on peut la dénoncer. Et donc, du coup, la seule chose que je vois, en tous les cas, c'est de multiplier les arènes. Et moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il faut multiplier les lieux où l'histoire est en débat. Parce que, forcément, leurs arguments s'arrêtent vite. Parce qu'encore une fois, sur Vichy, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas l'objectif, mais je peux vous le dire très calmement, pourquoi c'est faux en 5 points, il me faut 10 minutes. Si ça vous amuse, je le ferai. Pourquoi? Je vous ai donné un exemple. Mais on peut le faire surtout, pas au nom d'une autre récit, de dire c'est dégueulasse ce que fait Pétain. Bien sûr, c'est dégueulasse. Le problème pas là, ce que vous faites, c'est que vous manipulez l'histoire, vous êtes malhonnête, c'est faux. Et donc les gens, quand même, je pense, en tous les cas, il y a quand même une tradition en France d'un esprit démocratique qui est sensible à l'idéal de vérité. Et moi, je pense qu'il faut attaquer sur ce point, il faut multiplier les lieux où l'histoire est remise en scène, débattue, pour montrer que ces arguments, finalement, sont ceux que j'ai essayé de démonter devant vous. Donc pas de contre-récit, pas de grand discours d'un roman national de gauche qui s'opposerait finalement à l'identité fermée de la droite, même si c'est très légitime de le faire. Mais je pense qu'il faut aller aux arguments et surtout faire cet effort, que font beaucoup d'autres que moi, de démonter finalement l'ensemble du processus. Et sur chaque argument, de montrer comment finalement c'est contraire à la vérité, et donc forcément ensuite, comment la raison doit l'entendre. Voilà, je m'arrête là, j'ai été déjà trop long, et on peut bien sûr prolonger la discussion. Merci beaucoup. Claire m'a mis un exergue, m'a mis en réflexion, c'est que pour moi finalement cette mise en récit, ce réarmement idéologique a contribué alors à faire exploser par endroits, pas nationalement encore, mais par endroits, le fameux mais très médiatique plafond de verre. C'est-à-dire que ça a rassemblé, ça a donné lieu à d'autres arguments que le fait d'être raciste, xénophobe et antisémite à la droite extrême et à l'extrême droite, de dire mais finalement, nous, ce qu'on entend finalement dans la rue là, très récemment, ce qu'on entend, mais nous finalement on n'est pas raciste, on veut juste revenir à ce qu'était l'identité française. Et c'est là où je veux rebondir, où je veux poser une question, finir sur une remarque, une question. On a un exemple très local finalement de cet accaparement de l'histoire, avec un peu à la manière de Zemmour, c'est l'inauguration, enfin la future inauguration de Gualio, qui va nommer une esplanade de Pierre Sergent. Et là où j'ai été surpris très récemment en discutant avec des personnes dans l'opinion publique au sens large, c'est que finalement, pour beaucoup de générations, notamment la mienne, c'est très loin. Et elle a expliqué que si Pierre Sergent, c'est un cadre de l'OAS qui a été orchestré des attentats en France, et qui notamment, là où je rebondis aussi, c'est finalement s'est opposé au gaullisme. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que ça n'interpelle pas le grand public. Alors nous on est tous, un public vacciné par rapport à ça, mais ça n'interpelle plus. Et de même, je pense que malheureusement, ça va prendre dans l'histoire. Et là où je veux poser la question, c'est comment finalement on peut produire un récit, pas forcément historique, mais produire une alternative pour décrypter tous ces arguments-là, que finalement le grand public est plus opaque finalement, ça, plus perméable. Et c'est pour un enjeu primordial qu'il faut qu'on réfléchisse tous. Ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, et je pense que ça se pose aussi sur Vichy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des générations, bon, bien sûr, Vichy, ça reste quand même le nazisme est quand même un point d'ancrage. Mais je pense que sur Pétain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il n'y a plus d'évidence. Bon, évidemment, moi, je pense que même quand j'étais étudiant, personne ne pouvait soupçonner qu'on puisse un jour discuter
discuter de Pétain positivement. Hein, dans une génération d'étudiants droite-gauche, ça n'existait pas. Il y a la même chose. Donc moi, je pense qu'il y a... En fait, il n'y a pas vraiment... je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre Sergent, pour Alliot, comme ce que fait Ménard à Béziers, c'est pareil. Hein, c'est le même politique municipale, à mon avis, hein, sur l'histoire. Je pense qu'il faut leur répondre sur le même registre, c'est-à-dire sur l'icône. Puisque personne ne connaît, d'ailleurs, même ceux qui trouvent ça très bien, ils pensent que Pierre Sergent, c'est voilà, bien, mais je pense que même ceux pour qui c'est positif ne connaissent pas le détail. Donc je pense qu'il faut leur répondre, comme je le dis, sur le plan de l'icône et trouver deux arguments. Non, voilà ce que c'est que l'OAS. Vous voyez ce que je veux dire? Deux arguments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire de l'histoire raisonnable, et en montrant que, voilà, comment c'est construit la place. Il faut montrer les arguments les plus massifs, hein, que, en fait, quand vous mettez en avant la prise de Pierre Sergent, qu'est-ce que vous mettez en avant? Finalement, vous mettez en avant la violence coloniale, d'une part, et vous mettez même en avant la violence tout court, avec les bombes de l'OAS, etc. Donc je pense qu'il faut venir, si vous voulez, à la même niveau qu'eux, c'est-à-dire de l'iconisme, mais au sens, cette fois, avec la vérité. Donc du coup, il ne faut pas chercher à répondre, il faut prendre 2 ou 3 arguments clés. Sur Pétain, c'est voilà, c'est ça et ça. Donc, du coup, et je vois les collègues qui répondent en histoire, maintenant c'est ce qu'on fait, on ne cherche plus à faire des cours d'histoire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'en face vous n'avez pas des gens qui veulent faire de l'histoire. Parce que l'erreur qui a été faite, c'est de dire, ah oui, mais on va vous expliquer ce que c'était que Pierre Sergent. Mais non, comme vous dites, tout le monde s'en fout de Pierre Sergent. Par contre, ce qu'il faut montrer, c'est ce qu'il incarne. Et moi, c'est ce que j'explique souvent aux gens, je dis, on dit en histoire, moi je dis jamais ce qu'il faut penser. Je ne dis pas il faut faire ci ou ça, je dis voilà, si vous choisissez cette figure, vous choisissez ça. Maintenant, libre à vous. Donc je pense que c'est ça le travail qu'il faut faire. C'est-à-dire trouver les deux arguments finalement. Pourquoi, si vous choisissez Pierre Sergent, voilà ce que vous choisissez. Et moi, comme historien, je peux vous le dire. Vous choisissez la violence coloniale et vous choisissez l'attentat et la violence politique. C'est tout. Maintenant, libre à vous si vous trouvez que la colonie c'est super. Ensuite, les gens, peut-être que ça pourra les troubler. Mais il ne faut pas raconter Pierre Sergent, il a fait ci, il a fait ça, il a une vie comme ça, etc. Parce que de tout. Donc il faut montrer les implications. Et ça, c'est ce qu'un historien que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Gérard Noiriel, certains le connaissent, de nom. Il avait expliqué, il dit, quand on va dans l'espace public, on ne donne pas une leçon d'histoire. Parce qu'on est du haut de la chair, ça ne marche pas. Vous expliquez aux gens les implications comme historien. Moi, je sais comme historien, voilà ce qui est Pierre Sergent, ce qui est Pétain, je peux vous dire ça et ça. Maintenant, libre à vous. Vous ne donnez pas une leçon de morale. Vous ne dites pas, il faut penser ça, Pierre Sergent. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Vous ne leur dites pas, c'est ça, Pierre Sergent. Vous dites, choisir dans l'espace public d'honorer Pétain, de dire que Pétain, etc., de donner une rue Pierre Sergent, c'est ça. Vous voulez ça, vous assumez. Ensuite, c'est de la... Vous voyez? C'est ça, à mon avis, l'enjeu. Il ne faut pas discuter des heures sur l'OAS, sur ce qu'ils ont fait. Il faut dire, c'est quoi les enjeux? Si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites, dans le fond? Et c'est vrai, d'ailleurs. Qu'est-ce que moi, comme historien, je peux vous dire à quoi réfère la figure de Pierre Sergent? Donc personne, tout le monde se fout dans le détail. Donc, par contre, ça réfère à des choses très précises. Et là, vous faites votre choix. Donc vous êtes pour la violence coloniale et vous êtes pour la violence politique et pour l'assassinat politique. C'est ça que vous êtes. Et je vous le dis comme historien parce que moi, je peux vous dire que je la connais l'histoire de l'OAS. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas revenir sur ça. Pas revenir sur les... C'est pareil si vous êtes... sur Pétain les Juifs, c'est très clair. Je veux dire pourquoi. Les gens ont participé. C'est tout. C'est que Vichy est un auxiliaire de la Shoah. Maintenant, si c'est ça que vous avez envie de défendre, vous le défendez. Moi, je peux. Ensuite, si vous voulez les arguments, je les ai. Mais il faut venir à l'icône comme eux, et une icône qui, à la différence d'eux, est fondée sur l'histoire, la vérité historique. Vous voyez. Moi, c'est ma réponse. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de ces questions-là. Et donc, du coup, il faut les ramener à ce que ça veut dire aujourd'hui. Enfin, merci pour votre exposé, monsieur. Vous n'avez pas évoqué le fait religieux. L'extrême droite, dans son ancrage, rappelle la chrétienté toujours, il nous fait un rappel du fait religieux. Et l'ennemi, hier, était le fait religieux juif, aujourd'hui, le fait religieux, l'ennemi, c'est le musulman. Et je pense que là, il a une façon de réveiller certaines choses. Et on le voit très bien. Nous avons une presse locale, par exemple, qui nous donne tous les jours les messes, à tout ce qu'on peut faire au point de vue des messes. Nous avons un maire qui a fait bénir il y a plus longtemps sa commune, sa mairie.
On a un autre qui paye des repas à la Sanche et qui paye des sardanes et tout ça. Bon, nous avons tout de même un retour du fait religieux, et ça, je pense que c'est pendant, et c'est une arme aussi qu'ils ont pour combattre, disons, les libertés, et attention mesdames, surtout, les libertés de la femme. Intervenir sur autre chose, enfin bon, vous répondrez sur les deux. Quand vous avez parlé d'affrontement de civilisations, j'ai pensé au fameux choc des civilisations développé par l'américain Clinton. Ça veut dire que je pense que ces idées-là, évidemment, elles ne sont pas limitées à l'hexagone français. Elles ont un développement mondial, on pourrait dire. On pourrait dire d'une certaine manière. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi ces idées-là sont aussi fortes, aussi répandues et aussi florissantes en cette période, on pourrait dire à l'échelle mondiale. On a vu avec Trump, on a d'autres exemples, je pense qu'au Brésil, on pourrait aussi avoir des comparaisons à faire, etc., etc. Donc voilà, ma question, elle est comment on peut élargir à l'échelle mondiale et comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion pour expliquer cette situation? Oui, on va prendre 3 et puis après. Moi aussi, j'ai une question. Peut-être, apparemment, je vais peut-être vous trouver la quatrième solution. Il me semble qu'on ne peut pas contrer l'installation du FN sur les seuls faits historiques. Que ce phénomène avance masqué. Il faut le faire, mais pas seulement. Une grande partie de la population sont des descendants du fascisme. Moi, ma mère était italienne, et quand je vois ce qui se passe en Italie, ça ne me réjouit pas. Mais appréhender cette avancée avec un angle d'attaque, la position de classe. Je ne parle pas de conscience de classe, je ne parle pas de lutte de classe, je parle de position de classe. Que ça nous plaise ou non, on appartient à une classe. Et ce n'est pas la position sociale qui doit nous faire oublier cette position. Si on vit avec 5 000 € par mois et 1 200 € par mois, on appartient à une même classe, même si les souffrances ne se situent pas au même niveau. Pour en créer l'idée d'une existence d'une sous-classe, les États mettent en œuvre tout un arsenal qui sont à leur disposition. 2 citations. Martinez, syndicaliste, me demande: il faut parler à ceux qui sont tentés par le vote RN plutôt que de les envoyer sur les roses. Cessez d'éluder les questions. Que vais-je dire, moi, à ces camarades de classe qui ne doivent pas voter RN? Une autre citation. Warren Buffett, tout le monde connaît. La guerre des classes existe. Et nous sommes en mesure de la gagner. Au XXIe siècle, nous sommes en but avec l'égalité salariale, mais aussi sociale entre les hommes et les femmes. Les femmes appartiennent-elles, je ne peux pas parler de racisme quand j'ai un comportement vis-à-vis des salaires des femmes, mais est-ce que la femme appartient à une sous-classe? Non, j'ai fini. J'insiste à opposer les actifs et les retraités, les salariés à statut et ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont un poids pour la société alors qu'ils en sont victimes. S'ils croient en Dieu, ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, etc. Et je ne vous parle pas des travailleurs immigrés. Je vais m'arrêter parce que je le sens. J'éviterai le problème. Si vous voulez parler de la guerre d'Algérie, je suis témoin. Je l'ai vécu. Le racisme d'État existe. Comment on met en mouvement un boulanger, parce que c'était une guerre pratiquée par des proscrits, des contingents, merci. Comment on met en mouvement
un boulanger, un coiffeur, un tourneur, un instituteur, comment on le met en mouvement pour qu'il pratique sa guerre d'intérêt? Eh bien, sur les bases d'une sous-classe et d'une sous-race. On te dit, voilà, tu vas tuer celui-là, tu risques rien, c'est une sous-classe, une sous-race. Ça, c'est la politique. Bon, allez, j'arrête. Ah oui, Zemmour. Ma rencontre avec Zemmour, parce qu'il a été question. Ma rencontre avec Zemmour, personnellement. J'ai rencontré Zemmour grâce à la télé. Il n'était pas le Zemmour qu'il est maintenant, c'était le petit Zemmour. Vient à la... C'était une émission de Ruquier. Vient une personne, une jeune dame qui avait écrit un livre, elle travaillait à la NPE, et elle dit, vous comprenez, des fois on propose des choses aux gens, on va faire 300 km pour 2 jours de travail. Zemmour dit, il n'a pas dit, pardon, il ne dit pas, il faudrait que Bernard Arnault ouvre son portefeuille. Il dit, s'il n'y avait pas d'indemnité, il serait allé. Alors j'étais tout seul, je me dis, j'ai un seul con, mon Dieu. Et j'ai pu regarder Routier. Mais j'avais prédit, moi, sur le débat que je vous dis, je l'ai vu grandir. Hein. Allez, ça va. Bon, merci. Alors, la question de la position de classe, elle est compliquée parce que moi, je ne refuse pas du tout de penser comme ça ne me pose pas de soucis. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en fait, on a regardé, c'est que l'électorat de Zemmour est très interclassiste. Hein, c'est-à-dire que c'est un électorat qui va prendre dans différents endroits. Et donc, du coup, la réponse, elle doit être différenciée. Hein, et ça, on pourrait y venir. Donc, c'est une question qui est tout à fait à prendre en considération. Et je pense qu'il ne séduit pas, d'ailleurs, évidemment, de la même manière, les ouvriers que les bourgeois du 16e, où il y a... Donc, du coup, c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs... Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une capillarisation et que Zemmour diffuse. Hein, c'est qu'il est capable de séduire aussi bien dans la classe ouvrière que chez les bourgeois. Hein, ça, c'est une question factuelle. Hein. L'électorat Zemmour est plus interclassiste que le RN. Hein, donc du coup, il y a une vraie question. Alors je vais vous répondre et ça rejoindra aussi la question la question internationale. Je pense que il y a deux choses qui fait que ces idées-là, comme vous dites, prennent. Il y a des aspects socio-économiques, évidemment indéniables, mais sur lesquels vous savez tous autant que moi. Il y a deux choses. C'est que je pense qu'on est dans un moment, et c'est pour ça que ces idées-là, c'est juste, et ça rejoint ce que je vous disais sur la gauche, et que je pense que les futurs se sont obscurcis. Hein, c'est-à-dire que la disparition du communisme d'État, de la social-démocratie, la faiblesse du syndicalisme et des églises militantes aussi, fait que globalement, et ça, les futurs sont beaucoup moins clairs. Avant, vous y croyiez ou pas, mais il y avait des futurs possibles, des futurs progressistes. Il y a l'émancipation, ça pouvait avoir un sens. On pouvait dire que l'URSS avait échoué, mais qu'il y avait le communisme qui existait comme idée. Hein, on pouvait dire qu'il y avait une potentialité. Pareil pour la social-démocratie, pareil pour le syndicalisme, pareil pour les églises militantes, il y avait ce qu'on appelle les futurs. Et or, ces futurs progressistes, ils se sont quand même quasiment tous obscurcis. Je ne dis pas qu'ils n'existent plus, heureusement. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont aussi clairs et transparents. Hein. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, par exemple, pour vous dire aussi la saisie de l'histoire, j'étais frappé, par exemple, comment j'ai regardé ça chez des groupes d'extrême gauche. J'ai été frappé par la montée en puissance dans leurs faits, de l'histoire. Hein, par exemple, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Lutte ouvrière, par exemple, fait un village médiéval. Comme si on avait de moins en moins de futur et de plus en plus de passé. Comme si on demandait de plus en plus. A priori, s'il y a bien ceux qui se présentent comme proches dans le futur, c'est les trotskistes. Hein, c'était la petite flamme qu'on va... Eh ben non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des débats sur les mutineries 17. Ils se battent pour la réhabilitation des soldats de 14-18 qui font des villages médiévaux. Et je pense que parce que pour beaucoup de gens, il y a cette idée que les futurs sont beaucoup moins prometteurs, sont beaucoup moins clairs. Et ça, c'est international. Et donc évidemment, je pense que là, il y a une question fondamentale, c'est la capacité à reproduire des idéologies émancipatrices qui ont pris sur le présent. Et comme beaucoup se sont affaiblis, encore une fois, je ne juge pas. Je ne juge pas si c'est un fait historique. Que toutes ces idéologies-là, et donc du coup, il y a évidemment un boulevard qui s'est ouvert.
pour des idées qui disent, ben voilà, toutes ces émancipations-là n'ont plus de prise, donc c'est vers le retour au national. Et du coup, et c'est un peu une réponse aussi à votre question, ce qui me frappe, moi, pourquoi ça marche? Parce que d'une certaine manière, il y a aussi un autre élément. Donc je vous disais qu'il y a ce qu'on appelle voilà, les futurs qui s'obscurcissent, hein. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on est, comme sans doute jamais dans l'histoire, en tous les cas les citoyens ordinaires, que nous sommes tous, on est, comme jamais, on est dans une forme de perte des échelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on circule avec des échelles beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire, d'abord, l'échelle nationale qui reste, l'échelle régionale qui bouge beaucoup, puisque maintenant, il y a les eurorégions, il y a les régions. Donc région, nation, Europe, et maintenant la mondialisation qui prend de plus en plus de place. Et donc, je pense qu'il y a une forme de perte des échelles. C'est-à-dire que les gens, et ça, ce qui explique à mon avis en partie pour les électorats populaires, le sentiment d'être dépassé. C'est-à-dire de ne plus être ancré dans une échelle maîtrisée. Et donc là, évidemment, c'est quelque chose de nouveau aussi. Pourquoi ça marche? Parce que, qu'est-ce que vend l'extrême droite finalement face à ça? Il y a deux manières de réagir. Soit vous dites, ben oui, on est à plusieurs échelles aujourd'hui, donc on va essayer de vous apprendre à lutter dans ces échelles-là. On peut lutter au niveau européen pour une politique européenne plus progressiste. On peut lutter à l'échelle mondiale. Or, ce que dit l'extrême droite, c'est pas ça, c'est de dire ces échelles sont mauvaises, on va vous ramener à celles qui vous rassurent. Vous avez peur de la Chine, vous avez peur de Bruxelles, vous ne savez pas si aujourd'hui l'Alsace, ça ne va pas être plutôt Bas-Mulhouse, etc. Rassurez-vous. Moi, je vous redonne Jeanne d'Arc et Louis XIV. Et là, vous êtes posé. Vous avez peur du monde lointain? C'est donc ramener les gens à l'échelle la plus petite, à celle qui paraît la plus ancrée. Et plus les échelles se brouillent, plus vous perdez les échelles, plus les ramener à celle qui paraît la plus évidente, la nation, le grand récit national, plus c'est rassurant. Donc en fait, ces gens-là vendent en quelque sorte, ils vendent, ils créent de l'angoisse, comme je vous ai dit, avec leur panique identitaire, et ensuite ils sont là pour ramener de l'apaisement en disant, mais rassurez-vous, avec moi, on va retrouver Jeanne d'Arc, on va retrouver Louis XIV, on va retrouver Napoléon, un petit peu de Pétain aussi, vous voyez, c'est pas si grave, à l'échelle de ce que la Chine nous menace, finalement, voilà. Donc du coup, dans la perte des échelles mondiales, et ça concerne tout le monde, ça concerne le paysan américain ou l'ouvrier français, qui se sent dépassé, qui ne sait plus à qui droit telle décision. Est-ce que c'est l'Europe pour ce qui est des Europes? Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est les rapports l'euro-région? Et donc je pense que cette perte des échelles, c'est un élément de la diffusion du fait que la peur est instrumentalisable beaucoup plus facilement avec le national. C'est vrai que c'est rassurant quand vous ne savez pas si... Je travaillais là-dessus récemment, je pensais aux ouvriers des Ardennes à Nouzonville. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Tomé Génaud. C'est des ouvriers, donc c'était une usine des alternateurs automobiles, c'était leader mondial dans les années 90. Et mondialisation, alors, en fait, ils fournissaient les sous-traitants Valeo, etc. Et donc, la pression a augmenté sur cette usine des Ardennes. Et en fait, on leur demandait de plus en plus de les délocaliser. Mais sauf que c'était un vieux patronat social, donc eux, ils étaient ancrés dans les Ardennes, ils savaient faire. Mais faire des usines en Roumanie, en Chine, ils ne savaient pas faire. Dans les années 90, c'est parti à volo. Et donc, ils ont été des bruits de bilan. Et puis, Nouzonville, c'était une ville qui vivait que de la métallurgie, que de Tomé Génaud. Et donc, 2004, racheté par plus ou moins semi-société américaine sur des fonds de pension, on ne savait pas trop. Donc les Américains ont tout racheté, ils sont arrivés, ils ont fait des fêtes, vous allez voir Tomé Génaud, ils sont arrivés, etc. Ils ont pillé tous les actifs. Progressivement, ils ont fait venir des consultants qui ont payé une fortune avec ce qui restait de la pauvre Assyrie. Et en 2006, ils ont disparu aux États-Unis, ils ont laissé tout le monde, il y a eu plus de 300 ouvriers sur le carreau, et donc la ville, elle est sinistrée. Et donc du coup, je vous dis, vous êtes un ouvrier de Nouzonville, vous étiez habitué au patronat social, qui faisait quand même pas mal de choses, etc. Et là, vous ne savez plus qui vous anime finalement. C'est des Américains, mais ils ne sont même plus là, puisqu'ils ont disparu aux États-Unis. Et en fait, ils ont toujours prétendu qu'ils avaient des financiers qui venaient d'autres parties du monde. Donc, en termes d'échelle, quand vous êtes un ouvrier de Nouzonville d'ailleurs, ou le Rassemblement National, et encore évidemment, comment voulez-vous ne pas avoir des pertes de repères? Tout le monde aurait des pertes de repères. Vous avez l'impression d'avoir été dépossédé par des gens dont vous savez même qui sont américains, mais dont vous prévotez qu'il y avait des financements chinois. Donc cette perte des échelles, c'est très concret pour les gens. Et donc les plus, ceux qui sont plus... Et ceux qui leur répondent par la plus petite échelle possible, il y en a qui se laissent tenter par ces sirènes-là. Parce que ces échelles étant perdues, on s'accroche à ce qu'on peut. Alors ceux qui ont une solidité politique, etc., résistent. Mais ceux, à mon avis, qui n'ont pas, évidemment, on comprend qu'ils vendent. Donc on crée, pour certains, on crée de l'anxiété, et pour d'autres, elle de fait
la situation socio-économique est tellement terrifiante que avoir l'impression qu'on va vous répondre quand vous ne savez pas si vous avez été licencié à Washington, à Pékin ou ailleurs, voilà, je pense à des éléments. Et ce jeu-là, l'extrême droite le fait très bien, de ramener les gens à l'échelle la plus petite pour les rassurer, apparemment, parce qu'en réalité, évidemment, ça répond à rien, on le sait bien. Et enfin, pour répondre à la dernière question, pour ne pas être trop long, vous avez parfaitement raison sur le religieux, ça correspond parfaitement à ce que je vous dis. Dans le fond, ce n'est pas la chrétienté en tant que ressource spirituelle, c'est la chrétienté en tant que civilisation. Et donc, beaucoup de ces gens qui instrumentalisent ne sont pas plus religieux, j'allais dire, que vous ou moi, mais simplement, ça fait partie de la civilisation. Et Zemmour, qui est juif, est très ravi de jouer au meilleur catholique qui soit. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si vous défendez, si vous écoutez ce que je vous ai dit, à savoir qu'on construit une forme d'autochtonie, la religion catholique, c'est chez nous, après tout. Que vous soyez catholique, juif, ou protestant, ou rien du tout, c'est pas grave, puisque c'est nous, la France, donc les églises, ça en fait partie. Peu importe finalement que vous soyez athée ou juif, c'est nous, c'est pas eux. La chrétienté, c'est pas eux, c'est nous, c'est notre civilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'une certaine manière, ils font la même chose avec la chrétienté qu'ils font avec Jaurès, c'est-à-dire en fait qu'ils le vident de contenu. Le problème n'est pas de la religion catholique, le problème c'est la religion catholique comme incarnation de la civilisation chrétienne. Donc contre eux, les musulmans, les arabes, etc. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que là aussi, ça remonte loin. Si vous, le questionnaire qui avait été distribué au préfet à l'époque de Sarkozy, lorsqu'il y a eu le débat sur l'identité nationale, qu'est-ce qu'ils avaient mis donc? C'était vraiment le kit. Qu'est-ce qui fait l'identité nationale? Ils avaient proposé les églises. Alors qu'on est censé être un État laïque, etc. Mais peu importait dans le fond, parce que c'était la construction de leur identité. Et donc, face à eux, dans le fond, qu'est-ce que ça voulait dire les églises? Ça veut dire que ce n'est pas les mosquées, mais ce n'est pas les églises en tant qu'incarnation d'une religion, avec tout ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça marche parfaitement, c'est que c'est la civilisation, alors on peut l'appeler comme on voudra, judéo-chrétienne, occidentale, européenne, ils jouent selon leur nuance là-dessus, mais c'est toujours cette construction-là, cette autochtonie, et donc du coup, encore une fois, ça ne nous dit pas forcément un retour du religieux en tant que tel, ça peut aussi, mais c'est pas un recours au spirituel, c'est pas en quelque sorte un regain d'intérêt pour l'Église, pour son histoire, pourquoi pas, c'est en réalité l'idée que c'est un instrument de lutte, et un instrument de construction de cette autochtonie. Donc vous avez tout à fait raison, j'aurais d'ailleurs plus dû le mentionner, c'est un exemple parfait de ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'en fait, on déconstruit l'objet pour en faire un instrument. Et effectivement, et donc du coup, c'est pareil, Ménard aussi, il joue beaucoup là-dessus, etc. Mais d'une certaine manière, je ne sais pas ce que pensent dans le fond Ménard, Zemmour ou les autres de la religion catholique. D'ailleurs, je pense que ça ne va pas être leur préoccupation principale. Mais c'est vraiment l'élément qui va souder aussi. Parce que personne ne peut nier évidemment que le catholicisme a un grand rôle dans l'histoire occidentale. Donc c'est parfait, ce que vous dites, c'est parfaitement une incarnation, et les exemples que vous donnez, de cette construction d'une guerre des civilisations, où on a besoin évidemment de tous les éléments qui font la civilisation. D'où d'ailleurs, ça peut être la cuisine, ça peut être les églises. Vous voyez, à partir du moment où on veut construire ça, vous pouvez tout instrumentaliser. La question c'est qu'il faut que ça rentre, alors avec des enjeux plus ou moins grands. Voilà, pour quelques éléments de réponse. Mais Mitterrand l'avait fait en 81. Merci pour cette analyse, mais ce qui me gêne un peu toujours dans les analyses du passé, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il y a des exemples, on a tout de même une jeunesse qui existe, et moi je suis un peu effaré par l'absence de nos politiques dans beaucoup de rassemblements de jeunes. Je vois, on a fait une marche des fiertés en juillet, où on a eu 1500 jeunes à Perpignan, mais il y a 15 jours j'étais à Béziers, dans la commune de Bénard, où il y avait 500 jeunes. Il n'y avait pas un seul représentant des classes politiques, quel qu'il soit, de quelque parti que ce soit, alors qu'ils avaient annoncé dans la presse. Et ils ont laissé ces jeunes-là. Alors ça prouve que quand on appelle aux jeunes, les jeunes réagissent, les jeunes viennent, les jeunes sont pleins d'enthousiasme, du moins il y en a. Mais quelle réponse on peut leur donner? Parce que eux, l'historique de Ménard, l'historique de Zemmour, ils s'en foutent, ils ne connaissent pas. Donc c'est notre responsabilité à nous d'apporter une réponse à eux. Et je pense que depuis un certain nombre d'années, on est particulièrement absent. Il n'y a plus de grands projets, il n'y a plus de perspectives à leur vendre. Pour l'instant, on leur vend du confort, on leur vend de l'IKEA, on leur vend du Conforama, mais on leur vend certainement pas un avenir radieux. Et on n'est pas présent, à quelques exceptions près, mais on n'est pas présent. Et quand on les appelle, pourtant ils sont là. Moi, j'ai eu 2 réflexions. Et Françoise dira, un jour, on a fait une réunion où il y avait 700 jeunes. On m'a dit, ils viennent d'où? Je leur ai dit, je ne sais pas.
mais on les avait appelés sur des défenses de liberté, ils étaient là. Donc je trouve qu'on a une responsabilité politique, nous adultes, et qu'on est incapable à l'heure actuelle, aucun homme politique, disons démocratique, actuellement est capable de répondre, et j'aimerais bien avoir la solution. Effectivement, c'est capter. Tu parlais de faire des forums locaux. Moi, c'est capter l'attention des gens. Et pour cela, en tant qu'historien, moi je vois qu'il y a quand même une solution simple. C'est l'histoire locale. C'est se saisir de l'histoire locale, c'est se saisir de la vague. Or, nous avons loupé une superbe vague qui était la rafle du 26 août 1942 dans la zone sud. Parce que cette vague-là, elle nous permettait de dire quoi? Voyez, quand vous faites une politique xénophobe, soit vous êtes à la droite des années 30, et vous faites par exemple, alors moi, la préférence nationale à l'embauche, vous faites l'étranger indésirable qu'on peut interner administrativement. Et quand la droite arrive au pouvoir, ça donne quoi? Ça donne, on se débarrasse des juifs, on se débarrasse des gens. Et donc, vous vous positionnez comment? C'est là, on arrive à cette question-là. Quel est votre choix politique individuel? Or, il faut bien le dire, dans ce département en particulier, rien n'avait été prévu. Il y a eu une petite initiative au fin fond à Io, au fin fond de la Cerdane. À l'arraché, on a fait quelque chose à la maternité d'Elle, mais les politiques, moi j'avais interpellé Armeline Malher en disant il faut faire quelque chose, les politiques ne bougent pas. Or, là il y avait, puis les communistes aussi ont été relativement peu présents. Bon, et donc je dis, là il y avait une opportunité, parce que la presse en a parlé mal. On a focalisé sur les événements de Paris peut-être, mais il y a eu 2 pages dans l'Indépendant. Il y avait la possibilité de toucher les gens, de leur expliquer localement. À Canet, je leur ai dit, à Canet, il y a eu tant de juifs arrêtés, ça les interpelle. À Barou-le-Dernier, il y a tant de juifs qui ont été arrêtés. Donc, à partir de là, il y avait une possibilité de sensibilité et d'élargir le débat. Si nous ne faisons pas ça systématiquement, si nous ne proposons pas des occasions, nous avons des discours qui sont à plat. Moi, je vous parle en tant qu'enseignant dans le secondaire, quand vous parlez dans le vide, je sais faire. Je l'ai fait. Bon, donc je veux dire par là, ça se pose aussi autre chose, travailler, faire de la recherche pour avoir une connaissance un peu de choses et éviter des discours généraux qui n'intéressent personne. Voilà ce que je voulais dire. Et tu me confortais en me disant, il faut avoir aussi une vision, j'allais dire, mémorielle, plus parfois historique, et dire aux gens, que faire face à ça, que voulez-vous faire? Donc je vais vous répondre parce qu'en fait, les 3 questions tombent bien parce qu'elles sont autour du même question de la transmission. Alors moi, évidemment, comme prof, j'ai beaucoup pensé, et comme aussi historien qui intervient pas mal dans l'espace public, je vais dire une chose positive et une chose négative dans la réponse. Enfin, je pense qu'il y a un problème qu'on ne va pas résoudre ce soir et qu'on ne va pas résoudre. C'est qu'en réalité, je pense que la parole de la raison s'est affaiblie, globalement, et donc celle des enseignants en particulier. Et ce n'est pas lié qu'à l'histoire, c'est lié à beaucoup de choses, c'est lié à la manière dont on conçoit aujourd'hui l'université, l'école, et l'école publique en particulier. Et que du coup, notre parole, là je parle comme enseignant, elle est plus faible, hein, puisqu'on nous a expliqué qu'on était des feignants, qu'on ne travaillait pas assez, que le privé c'était plus sérieux, qu'il y avait moins de chaînes. C'est-à-dire, à force qu'il y ait des décennies de délégitimation de la parole publique, de l'enseignant, forcément on est moins puissant aussi pour tenir et se défendre contre les faussaires de l'histoire, etc. Puisqu'on nous a expliqué que finalement on était des gens, on ne vaut plus grand-chose socialement, on n'est pas bien payé par rapport aux critères contemporains, puisqu'encore une fois, l'argent est quand même un prix de puissance encore dans une société plus importante que dans les années que je décrivais. Donc on n'est pas bien payé quand on est un professeur d'histoire, on n'est pas très écouté, on est délégitimé, y compris par son ministre qui dit toujours pique-panque, etc. Donc je pense que tout ce discours de prof bashing, cette fois qui marche bien, affaiblit aussi la raison. Et du coup, le prof, c'est celui qui ne gagne pas beaucoup de sous, qui ne nous fait pas rêver, et qui en plus, on nous explique qu'il ne travaille pas assez, etc. Je pense que toute cette délégitimation de l'éducation nationale, on dirait dans le privé, les profs ne sont pas absents, les élèves sont bien encadrés, etc., ce qui est faux, peu importe. Et tout ça, je pense que du coup, on a un problème. On a un problème qui est... Donc cette idée de la délégitimation de la parole, de la raison enseignante, je pense que c'est important. Et l'autre élément qui nous dépasse aussi, c'est que du coup, il y a d'autres paroles qui ont pris de la puissance, à travers Internet, à travers les youtubeurs, qui certains sont très bons, mais certains ne le sont pas. Hein. Et donc du coup, il y a une autre parole qui s'est substituée à celle-là, hein, qui est celle de ceux qui parlent d'histoire sur YouTube, qui ont plus de vues
que tous les professeurs d'histoire de la Sorbonne réunis, hein, c'est parfois quelques millions. Alors certains sont progressistes, utiles, intelligents, mais pas tous. Et donc du coup, je pense que là, on a un vrai problème qui est de restituer à la raison une parole dans un monde où elle a chaviré. Et ça, je ne sais pas comment faire, je réfléchis. Voilà, et heureusement, on a des jeunes collègues qui commencent à aller lutter sur ce front-là, c'est-à-dire à devenir youtubeurs, youtubeuses, sont des historiens progressistes. Je pense qu'il faut aller lutter sur ce front-là, parce que le front de l'enseignement, tant qu'on délégitimera l'éducation nationale comme c'est fait, je ne pense pas qu'on aura une parole très forte. En tous les cas, il faut lutter contre ça. Et donc du coup, ça c'est l'aspect négatif, c'est-à-dire finalement que des paroles émergentes. Regardez par exemple des complotistes comme Franck Ferrand, qui sont des succès de radio, qui sont des succès d'estime. Regardez des histrions réactionnaires qui en parlent dans l'introduction comme Bernard, etc. On ne peut pas lutter contre ça directement. On peut lutter doucement, on peut lutter... voilà. Et donc du coup, il y a une nouvelle parole qui circule et le web, évidemment, nous rend encore plus faibles tant qu'on ne l'investit pas. Donc là, c'est l'aspect négatif. Je suis d'accord avec ça. Et alors, c'est aussi une réponse à ta question. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut lutter parmi les luttes. Au-delà de l'histoire, c'est pour restituer à la parole enseignante, à la raison, une puissance globale. Donc ça veut dire évidemment lutter contre tous les discours de délégitimation, mais c'est pas facile quand les ministres eux-mêmes, quand notre ministre de l'université a dit les professeurs sont gangrenés par l'islamo-gauchisme, vous êtes quand même attaqué de très haut. On s'est défendu, moi je suis allé parler à la télévision, j'ai dit que c'était des conneries, etc. Mais en plus ça n'existe pas. Moi je peux vous le dire, ça n'existe pas l'islamo-gauchisme à l'université. Déjà ça n'existe pas à mon avis. Je connais personne qui ne théorise l'islamo-gauchisme. Si vous en connaissez, vous me les présentez. Un ou deux types très particuliers, mais c'est totalement marginal. Et en tous les cas, l'université, ça ne correspond à personne. Donc c'est quand même un ministre qui arrive à inventer pour déléger. Donc vous êtes quand même face à une lutte qui est très lourde. Donc du coup, face aux étudiants, vous dire, mais qui c'est ce prof-là, il est islamo-gauchiste ou pas alors donc du coup, voilà, on a quand même une délégitimation qui est très puissante. Ça, c'est un bel exemple quand même. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas ciblé des gens qui existent et contre lesquels on pourrait pouvoir lutter, après tout, si on veut, mais ils n'existent pas. Donc elle a quand même mis le fer dans l'université sur un pur argument politique. Donc tout ça fait quand même... Alors, dans les réponses, ça c'est l'aspect négatif, c'est restituer une parole d'autorité et de raison. Pas d'autorité au sens de celui qui sait, mais qui est fondée sur une légitimation. L'aspect positif, c'est que je pense, tu as tout à fait raison, moi je pense que l'histoire locale, c'est un levier fondamental parce que ça peut être aussi créé dans l'émotion. C'est-à-dire qu'évidemment, si on peut trouver la déportation des Juifs quelque chose comme très général, si vous dites, ben voilà, les petits gars dans l'école, voilà, ils sont parvenus. Moi, je vais te montrer, si tu choisis ça, tu choisis de mettre ces petits gars dans les chambres à gaz. Ils sont là, ils étaient à l'école là, et ils sont partis là. Effectivement, c'est des choses très concrètes. Là, on peut faire des choses à l'histoire locale. Alors là, c'est des cas les plus dramatiques, évidemment, mais même sur d'autres cas, quels sont les effets du racisme, etc. Je suis tout à fait d'accord. L'histoire locale, c'est à mon avis un levier excellent. Et justement, elle devrait être, je suis aussi tout à fait d'accord, plus débattue. Mais forums n'étaient pas forcément de grandes questions d'histoire nationale. Ça, à mon avis, c'est un enjeu tout à fait saisissable et extrêmement efficace. Montrer que tout ce que j'ai dit, c'est très concret. C'est très concret cette guerre d'ici. Tout ça, ça s'incarne. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, peut-être là où j'aurais une nuance, c'est de dire, je crois que je ne sais plus qui disait d'entre vous, finalement, de ce que du parcours de Zemmour ou de Ménard, ils ne retiennent rien. Sans doute, dans le détail, un certain nombre de débats. Mais là où je pense, où Ménard, Zemmour et les autres sont quand même assez forts, c'est la manière dont ils jouent sur les icônes. C'est-à-dire dont ils brandissent des personnages historiques ou ils brandissent des causes. Et là, je pense que les jeunes qui sont plus attentifs à l'image, parce qu'ils ont été élevés là-dedans, là, je pense qu'il faut quand même ne pas les prendre pour des idiots. Il y a des images qui passent. Donc il faut lutter pied à pied. Il faut aux icônes, comme je dis, non pas donner des contre-icônes, mais aussi montrer pourquoi elles sont fausses, pourquoi elles sont mal utilisées, pourquoi on ne doit pas les prendre au pied de la lettre. Donc là, je serais peut-être un peu plus réservé. Moi, je pense qu'il faut lutter sur ce terrain-là. Et ce que dit Zemmour, etc., donc je pense que sur le détail des politiques antisémites de Vichy, effectivement, les gens ne vont pas rentrer. Et sur l'idée du gentil Pétain ou du gentil Pierre Sergent, là, je pense que les jeunes, ils entendent. Parce qu'on en parle tout le temps, c'est dans la presse, c'est partout, c'est à la télé. Donc là, il faut dire non. Non, au nom de la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et pas penser que ça leur passe au-dessus de la tête. Ce qui leur passe au-dessus de la tête, pour ceux qui n'ont pas envie de s'y pencher, c'est le détail, évidemment, des événements historiques. Mais l'idée que l'icône existe, à force d'être rabattue dans la presse municipale, etc., je pense qu'il y a des tas de jeunes de Béziers qui savent très bien qu'il y a un certain nombre de figures qui ont une certaine valeur. Alors à nous de leur expliquer pourquoi, et ce n'est pas les valeurs qu'on leur donne. Voilà.